Au cœur de la grandeur de la nature se cache une obscurité glaçante. Pendant les 2 prochaines heures, nous allons découvrir les cas les plus troublants de randonneurs mystérieusement disparus sans laisser de traces dans les parcs nationaux. Rejoignez-nous pour plonger dans ces mystères qui ont laissé familles et enquêteurs sans réponse. Pendant le week-end de la fête du travail de 1975, la famille Newton de Manchester, dans le Maine, passait des vacances au Nathanis Point Campground, au cœur des profondeurs de la municipalité de Chain of Ponds, plus proche de la frontière canadienne. C'était un campement de routine, et personne ne s'attendait à ce qu'il soit le prélude à l'une des plus grandes opérations de recherche et de sauvetage que l'État du Maine ait jamais vues. Le matin du 1er septembre 1975, Ron Newton partit chercher du bois de chauffage. Il sauta dans sa camionnette et se dirigea vers le nord sur l'une des plusieurs routes de terre qui bifurquaient autour des emplacements de camping. Kurt, détestant voir son père partir ne serait-ce qu'un instant, prit son tricycle et se dirigea vers le haut de la route de terre après lui. Bientôt, il perdit de vue le camion, mais il continua à pédaler. Une jeune femme d'un campement adjacent, Lou Ellen Hanson, âgée de 13 ans, vit le petit garçon pédaler furieusement sur la route et l'appela. Jack Hanson, le gardien de camping et père de Lou Ellen, qui avait été le dernier à voir Kurt Newton vivant, roula le long de la même route de terre peu de temps après que Kurt eut pris la fuite. Il vit le tricycle abandonné près de la décharge, un endroit où les déchets étaient entassés à la fin de la route. Supposant qu'il devait avoir été abandonné, il le jeta sur le tas d'ordures. Pendant ce temps, de retour à leur emplacement de camping, Jill Newton avait perdu de vue son petit garçon alors qu'elle lavait la boue des baskets du gamin. Elle demanda à quelques campeurs voisins s'il avait vu Kurt sur son vélo, et alors qu'elle discutait avec eux, Ron revint. Kurt n'était pas avec lui, il ne l'avait jamais été. Lorsque le couple rencontra Jack Hanson et lui demanda s'il avait vu leur petit garçon et son tricycle rouge, la réaction du gardien du parc leur donna un horrible pressentiment. Jack avait vu le tricycle, oui, mais aucune trace du garçon. Il les emmena à la décharge et là se trouvait le tricycle abandonné. Kurt était introuvable. La recherche de Kurt commença avec les premiers efforts de la famille Newton et d'autres campeurs, ce qui conduisit à la plus grande opération de recherche organisée de l'histoire du Maine. Le garde-chasse local utilisa un hélicoptère équipé d'un haut-parleur dans l'espoir de localiser Kurt dans les bois. Pendant la recherche, Jill, entendant des bénévoles discuter des avions spécialisés utilisés au Vietnam, demanda des avions similaires pour la recherche. Ces avions, capables de détecter les variations de chaleur depuis de grandes hauteurs, furent jugés essentiels. L'État organisa rapidement l'envoi d'un avion depuis la Floride, renforçant les efforts de recherche. Pendant plusieurs jours, l'hélicoptère continuait à tourner au-dessus tandis que Jill Newton et quelques amis s'aventuraient dans les bois. Près du dernier emplacement connu de Kurt, ils découvrirent un grand trou ressemblant à un endroit de cachette adapté aux enfants. Jill commença à creuser avec d'autres qui se joignirent à elle, mais il n'y avait aucune trace de Kurt. Le vendredi 12 septembre, la recherche prit fin. Plus de 3000 volontaires avaient parcouru les bois à la recherche de Kurt en plus de 10 jours depuis qu'il avait pris la fuite sur son tricycle. Bien que les efforts aient été épuisants, les plus grands que l'État ait jamais connus, ils ne donnèrent que rien. Les gens commencèrent à spéculer sur ce qui aurait pu se passer. La police pensait que Kurt avait pu se perdre en essayant de retrouver son chemin vers le campement et finir par aller dans la mauvaise direction. Avec des températures descendant en dessous de 0 la nuit, on craignait que Kurt ne puisse survivre sans abri approprié. D'un autre côté, les parents de Kurt pensaient qu'il aurait pu être kidnappé et emmené de l'autre côté de la frontière canadienne, au Québec. Pour explorer cette possibilité, ils placardèrent des affiches de recherche d'enfants disparus au Québec, surtout en français, espérant toucher quiconque aurait pu l'avoir vu. Mais malgré leurs efforts, ils ne trouvèrent aucun indice solide ni aucune réponse. La disparition de Kurt Newton, le garçon aux cheveux blonds qui a disparu dans les bois, reste l'un des mystères non résolus les plus troublants du Maine. Le 24 octobre 2019, l'air vif du parc national alpin de Victoria accueillit Niels Baker alors qu'il se lançait dans ce qui devait être un voyage transformateur au cœur de la nature sauvage australienne. À 39 ans, Baker n'était pas étranger à la beauté des hautes terres. Randonneur expérimenté, il avait passé des années à explorer l'immensité de l'arrière-pays victorien, attiré par ses sommets silencieux et ses vallées profondes. Pour Baker, décider de partir en expédition en solitaire dans le parc national alpin allait bien au-delà d'une simple aventure. C'était une célébration, un hommage à son amour pour la nature et le reflet de l'homme qu'il était devenu.
Dans les semaines qui précédaient son départ, Baker planifia avec soin chaque détail de son périple, passant en revue cartes et prévisions météorologiques avec la précision d'un explorateur chevronné. Équipé d'un sac à dos robuste et le cœur rempli d'anticipation, Baker fit ses adieux à la civilisation et entra sur le sentier, ses pas résonnant dans la forêt silencieuse alors qu'il se dirigeait vers le refuge Upper Jamison. L'air était frais et vivifiant, le parfum du pin et de la terre se mêlant à la discrète promesse d'aventure qui planait dans l'atmosphère. Au fil de la journée, la progression de Baker fut régulière mais réfléchie. Il s'arrêtait par moments pour admirer le décor à couper le souffle qui l'entourait, s'émerveillant devant l'immensité de la nature étendue devant lui. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une simple randonnée, mais d'une véritable connexion avec la nature, une chance de renouer avec la terre et avec lui-même d'une manière que seule la nature peut offrir. Au crépuscule, Baker atteignit le refuge Vallejo Gantner, un abri rustique niché parmi les arbres imposants du parc national alpin. Une fois installé pour la soirée, il envoya un bref message à sa famille, les rassurant quant à sa sécurité et annonçant son intention de poursuivre son périple vers le mont Stirling dans les jours à venir. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, les messages de Baker se firent de plus en plus rares, ses mises à jour rassurantes cédant la place à un silence assourdissant qui plongea ses proches dans l'inquiétude et la peur. Malgré tous leurs efforts pour le joindre, Baker demeurait insaisissable, sa localisation inconnue et son destin incertain. La dernière fois que Baker fut vu vivant, c'est par un autre randonneur qui déclara l'avoir aperçu près du Crossroads, un lieu réputé des voyageurs pour sa bonne réception radio. Il ne fallut pas longtemps avant que la nouvelle de la disparition de Baker ne se répande dans la petite ville de Mansfield, bouleversant la communauté soudée et déclenchant une vaste opération de recherche et de sauvetage à travers le parc national alpin. Dirigé par le sergent-chef Damian Keegan, vétéran aguerri de la police de Victoria, les recherches furent intensives et minutieuses, mobilisant plus de 70 personnes, policiers, bénévoles et équipes de recherche et de sauvetage qui fouillèrent chaque recoin de la nature sauvage en quête du moindre indice sur la localisation de Baker. Pourtant, malgré tous leurs efforts, le sort de Baker restait un mystère, sa piste s'évaporant dans l'immensité de la nature, tel un fantôme dans la nuit. Chaque jour qui passait, l'espoir de le retrouver vivant s'amenuisait, remplacé par la dure réalité des conditions rudes et impitoyables qui attendaient ceux qui osaient s'aventurer dans la brousse de l'outback australien. Au fil des recherches, diverses hypothèses émergèrent quant à ce qui avait pu arriver à Baker. Certains spéculèrent qu'il avait succombé aux éléments, victime d'une hypothermie ou d'une fatigue extrême en tentant de franchir le terrain périlleux du parc national alpin. D'autres murmurèrent l'hypothèse d'un acte malveillant, suggérant que Baker aurait rencontré un danger aux mains d'autrui ou serait tombé sur quelque chose de sinistre dans la nature. Mais au cœur de l'incertitude et de la peur qui étreignait ceux qui le connaissaient le mieux, une chose demeurait certaine. La disparition de Niels Baker était bien plus qu'une tragédie. Elle était une leçon sur les dangers inhérents cachés derrière la beauté de l'exploration de la nature, nous rappelant qu'importe notre connaissance de celle-ci, la prudence reste indispensable. Avec le temps, la disparition de Baker devint plus qu'un simple mystère. Elle se transforma en une question sans réponse, une histoire sans fin. C'était le 23 juin 2024 que Sebastian Jaworski, un alpiniste expérimenté, partit en randonnée sur le mont Brandon dans le comté de Kerry, en Irlande. À 46 ans, Sebastian était un homme en pleine forme, animé par une passion pour les grands espaces. Pourtant, malgré son expérience et son amour de la nature, il ne revint jamais de sa randonnée, laissant derrière lui un océan de questions sans réponse. En juin 2024, Sébastien était un véritable passionné des activités en plein air. Bien qu'originaire de Pologne, il avait fait de l'Irlande sa demeure depuis un certain temps. Il nourrissait une profonde passion pour la randonnée, le cyclisme, le kitesurf et bien d'autres activités extérieures. De surcroît, il connaissait parfaitement les régions montagneuses du comté de Kerry, notamment le mont Brandon. Il n'était donc pas surprenant pour lui de s'aventurer dans une zone qu'il maîtrisait si bien. C'est vers 15h30 ce dimanche que Sébastien a été aperçu près du sommet du mont Brandon. Il portait un short et un haut sombre et arborait un grand sac à dos, une tenue typique pour quelqu'un qui fréquente régulièrement les montagnes. Le jour suivant, lundi 24 juin, il était attendu à son travail à Cork. Mais en l'absence de toute nouvelle de sa part, aucun appel pour signaler une maladie ou une autre raison, son absence déclencha des inquiétudes et les autorités furent alertées. Une vaste opération de recherche débuta dès le lendemain, le 25 juin 2024. La parfaite connaissance du terrain par Sébastien, alliée à son expérience, rendait sa disparition encore plus préoccupante.
Le mont Brandon est l'un des sommets les plus emblématiques d'Irlande. Culminant à 952 mètres, il représente le point le plus élevé de la péninsule de Dingle. Au sommet trône une grande croix en hommage à son homonyme, Saint Brendan. De nombreux randonneurs apprécient ce mont pour ses sentiers exigeants mais gratifiants, offrant des panoramas saisissants sur le paysage environnant. Néanmoins, son relief accidenté et la météo imprévisible en font un lieu potentiellement dangereux, même pour les randonneurs les plus expérimentés. Un brouillard épais, des vents violents ou des changements soudains de temps peuvent transformer une randonnée de routine en périple périlleux. La Gardaí et l'équipe de secours en montagne du Kerry ont mené l'opération de recherche avec l'assistance de l'Association des chiens de recherche et de sauvetage, de la garde côtière de Dingle et de l'hélicoptère Air 115 de la garde côtière. Leur première découverte fut la voiture de Sébastien retrouvée sur le parking Faha au pied du mont Brandon, ce qui indique qu'il avait entamé sa randonnée comme prévu. Des conditions météorologiques défavorables entravèrent les recherches initialement concentrées sur la montagne. Un couvert nuageux bas réduisait la visibilité et compliquait la navigation sur le terrain. L'espoir de retrouver Sébastien commençait à s'amenuiser au fil des jours en l'absence de la moindre piste. Puis, le 30 juin, les équipes découvrirent le sac à dos de Sébastien non pas sur le mont Brandon, mais sur la plage de Banna, située de l'autre côté de la baie du mont Brandon. Ainsi, l'orientation de l'opération fut modifiée. Cette nouvelle découverte fit naître l'hypothèse inquiétante que Sébastien aurait pu tomber ou se retrouver dans l'eau, emporté par le courant, jusqu'à la plage. L'enquête se focalise désormais sur le littoral entourant la zone de Brandon Point dans la péninsule de Dingle. L'équipe de secours en montagne du Kerry, la garde côtière irlandaise ainsi que des bénévoles locaux jouent un rôle essentiel dans les recherches. Des hélicoptères, des drones et des chiens de sauvetage ont été mobilisés pour tenter de retrouver la moindre trace de Jaworski, mais jusqu'à présent, aucune réponse définitive n'a émergé. L'opération, désormais concentrée le long de la côte, est compliquée par la géographie difficile et l'immensité du territoire à couvrir. La famille de Sébastien vit désormais dans l'incertitude. Son frère, Jarek, a publiquement exprimé sa gratitude envers les équipes de recherche et les bénévoles, mais demeure profondément troublé par l'absence de réponse. À ce jour, malgré la mobilisation inlassable des équipes de secours, les recherches minutieuses effectuées dans tous les recoins de la région et les efforts conjoints des autorités, Sébastien Jaworski n'a toujours pas été retrouvé, laissant sa famille et ses proches plongés dans une inquiétude persistante. À l'été 2004, la beauté rude de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, attirait David Snedden, un étudiant de 24 ans de l'université Brigham Young. Profitant d'une pause dans son programme d'études à l'étranger à Pékin, David se lança dans une expédition en solitaire dans la région de la gorge du Saut du Tigre, un lieu aux paysages époustouflants et à la nature indomptée. Le 14 août, sac à dos sur les épaules et animé par un esprit d'aventure, David s'engagea sur le terrain accidenté de la gorge. Il ignorait encore que ce serait le début d'un mystère qui dérouterait les enquêteurs et captiverait le monde pendant des années. Au lever du soleil, le 15 août, des témoins locaux virent David parcourir les sentiers sinueux de la gorge. Il était seul, une silhouette solitaire au milieu des falaises imposantes et des eaux tumultueuses. Ce fut la dernière apparition confirmée de lui, avant qu'il ne disparaisse sans laisser de traces. Les jours passèrent et David ne revint pas à l'auberge de Shangri-La comme prévu. Inquiets, ses amis et les autorités lancèrent une vaste recherche, mais malgré tous leurs efforts, David demeura introuvable, son sort demeurant inconnu. Le 18 août, les autorités chinoises délivrèrent une nouvelle dévastatrice à la famille de David. Elles suspectaient qu'il s'était noyé lors de sa randonnée dans la gorge. Or, en l'absence de preuves tangibles ou d'un corps pour confirmer leur théorie, la famille refusa d'accepter cette explication. Déterminés à découvrir la vérité, ils se rendirent en Chine pour mener leur propre enquête. Mais leurs recherches ne donnèrent aucun résultat. Dans les années qui suivirent, de nombreuses spéculations entourèrent la disparition de David, alimentées par des rumeurs et des théories allant du plausible jusqu'au complètement fantastique. L'une des hypothèses qui gagna en notoriété dans les médias fut celle de l'enlèvement par la Corée du Nord. Selon cette théorie, le gouvernement nord-coréen aurait enlevé David en raison de sa maîtrise du mandarin, de l'anglais et du coréen. Des témoignages firent état d'un homme caucasien ressemblant à David aperçu à Pyongyang, ce qui alimenta l'hypothèse selon laquelle il aurait été contraint de travailler comme professeur d'anglais pour Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord. En 2014, un tournant majeur survint lorsqu'un défecteur chinois déclara avoir aperçu David en Corée du Nord en 2004.
Cette révélation raviva les spéculations sur le destin de David et suscita de nouveaux efforts pour découvrir la vérité. Cependant, malgré cette nouvelle piste, le gouvernement américain fut confronté à des difficultés pour enquêter sur la disparition de David, en raison des tensions diplomatiques avec la Corée du Nord. En 2015, une nouvelle enquête fut ouverte, mais les efforts furent entravés par le manque de coopération des autorités nord-coréennes. Malgré tous leurs efforts, les enquêteurs ne purent recueillir de preuves concluantes pour étayer la théorie de l'enlèvement. Au fil du temps, l'affaire de David s'estompa peu à peu des gros titres, mais le mystère entourant sa disparition continua de hanter l'esprit des uns et des autres. Certains en vinrent à penser qu'il avait été victime d'un acte criminel, tandis que d'autres évoquaient qu'il avait volontairement choisi de disparaître en quête d'un nouveau départ loin des pressions de son ancienne vie. À ce jour, le sort de David Snedden demeure un mystère. Sa disparition représente une énigme qui déroute les enquêteurs depuis plus d'une décennie, laissant sa famille et ses proches en quête de réponses. En attendant que des preuves concrètes apparaissent, il garde espoir, aspirant au jour où la vérité sur sa disparition dans la gorge sera enfin élucidée. Le 10 avril 2023, Patricia Woumurad se réveilla tôt. Âgée de 60 ans, celle que ses amis appelaient Patty, était en vacances. Elle avait quitté sa maison dans le Connecticut pour une aventure de randonnée en solo au Japon, explorant les anciens sentiers du Kumano-Kodo. C'était censé être l'une de ses dernières randonnées avant de retrouver son mari, un moment qu'elle attendait avec impatience pour partager avec lui ses histoires. Kirk Murad pour un voyage en Espagne en juin. Patty n'était pas étrangère à l'aventure, surtout si celle-ci impliquait des randonnées le long de sentiers pittoresques. Elle avait entrepris d'innombrables voyages seule, de l'Espagne à la Jordanie, explorant des lieux fascinants à chaque étape. Elle aimait rencontrer de nouvelles personnes sur ses chemins, échanger des histoires captivantes et tisser des liens profonds et durables qui perdureraient toute une vie. Patty était une personne de confiance, ce qui l'aidait à se faire des amis partout où elle allait. Cette fois, elle explorait les sentiers spirituels du Japon. Son objectif était de marcher depuis la maison d'hôte Mandokoro dans la petite ville de Higashiomi jusqu'à Osaka, où elle devait retrouver des amis venus du Connecticut. Elle avait également réservé une chambre dans une auberge à Osaka. C'était un long voyage qui devait durer environ 9 heures de marche. C'est pourquoi Patty s'est réveillée à 7 heures ce lundi-là. Elle était impatiente de commencer sa randonnée, bien qu'elle ait ressenti une douleur gênante au niveau de l'orteil dont elle avait parlé à Kirk 3 jours auparavant. Après s'être levée, Patty se rendit à la réception pour régler son départ de la maison d'hôte Mandokoro. Le propriétaire de la maison d'hôte, un membre respecté de la communauté locale, lui proposa de l'accompagner jusqu'au départ du sentier. Il avait l'habitude d'aider les touristes à commencer leur périple. Rapidement, ils arrivèrent au point de départ du sentier et se dirent au revoir. Patty s'engagea dans la forêt dense et disparut bientôt de la vue. Quelques heures plus tard, à Osaka, les amis de Patty commencèrent à s'inquiéter. Il était déjà tard dans la soirée et il n'y avait toujours aucun signe de la femme. Lorsqu'elle ne se présenta pas à l'auberge, la panique commença à s'installer. Les autorités japonaises furent informées de sa disparition. Aussitôt informées, les recherches commencèrent immédiatement, impliquant la police japonaise, des bénévoles, des équipes de secours américaines et même des spécialistes formés qui ratissèrent minutieusement les sentiers, les zones environnantes ainsi que les terrains. Kirk Murad, le mari de Patty, fut informé de la disparition de sa femme le 13 avril après la conclusion des premières 72 heures de recherche. Kirk et leurs enfants se rendirent au Japon pour participer eux-mêmes aux recherches. Ils purent également engager leur propre équipe de recherche et sauvetage pour renforcer les efforts de recherche. Des hélicoptères survolaient la région, des drones scannèrent le terrain et des chiens renifleurs fouillaient le sentier. Mais Patty restait introuvable. Malgré tous les efforts, il n'y avait aucun signe indiquant que Patty avait même commencé la randonnée qu'elle était censée faire. Le manque de preuves poussa les autorités japonaises à arrêter la recherche officielle le 7 mai. Mountain Works, une équipe de secours locale, prolongea un peu les recherches, mais finit par arrêter à la fin du mois de mai. Patty s'était volatilisée dans la nature, Kirk et l'une de ses filles, Murphy, tentèrent de retrouver les données des tours de téléphonie mobile, mais même eux savaient que le manque de preuves était décourageant. Ils cessèrent même d'accepter les dons pour la campagne GoFundMe qu'ils avaient lancée après la disparition de Patty. Kirk Murad pense maintenant que quelque chose de sinistre est arrivé à sa femme. Il croit que Patty a peut-être accepté une offre de transport d'une personne à qui elle n'aurait pas dû faire confiance. Il est convaincu qu'elle a été enlevée
et qu'elle n'a jamais entamé sa randonnée, mais il n'y a aucun suspect. Le 20 août 2004, ce qui semblait être une banale sortie en camping familial se transforma en un mystère glaçant qui continue de dérouter les enquêteurs à ce jour. Garrett Bardsley, un garçon de 12 ans originaire de l'Utah, pêchait avec son père au lac Kuberan lorsqu'il décida de retourner à leur camp pour changer de vêtements. Malgré le campement n'étant qu'à 250 pieds du lac, Garrett n'y est jamais retourné et n'a plus jamais été revu depuis. Garrett et son père faisaient partie d'un groupe plus important composé de 18 autres scouts et de 6 ou 7 adultes. Garrett avait réussi à mouiller ses chaussures, son pantalon et ses chaussettes en pêchant et il se sentait mal à l'aise dans ses vêtements trempés. Il dit à son père qu'il ne serait pas long et reviendrait bientôt au lac pour essayer de pêcher un poisson pour le petit déjeuner. Le reste de leur groupe de scouts était campé en haut de la colline au site de camping Kuberan numéro 4, à seulement 250 pieds de là. Ils avaient emprunté le sentier plusieurs fois auparavant, donc le père de Garrett, Kevin, laissa son fils retourner au camp pendant qu'il continuait à pêcher. Curieusement, après 20 minutes, il n'y avait aucun signe que Garrett soit revenu au lac. Cela fit grandir l'inquiétude de Kevin sur ce qui prenait à son fils tant de temps pour revenir. Il retourna au camp pour voir ce qui s'était passé, pour découvrir que Garrett n'était pas trouvable dans la cabine. Aucun des autres scouts ne l'avait vu au camp non plus. Paniqué et confus, Kevin donna l'alerte et informa les autres personnes présentes sur le site de camping ainsi que les autorités. Cela déclencha une vaste opération de recherche impliquant des centaines de chercheurs officiels et non officiels. Les chercheurs ont fouillé la région à pied, à cheval et avec l'aide de chiens spécialement formés pour trouver la moindre trace de Garrett. La recherche a continué dans la nuit du dimanche 21 août dans l'espoir de retrouver le garçon disparu vivant et en bonne santé. Cependant, au fil des jours, ces espoirs se sont estompés et la recherche est devenue sombre. Malgré la recherche exhaustive, la seule preuve que les chercheurs ont trouvée était l'une des chaussettes Nike de Garrett. Elle a été découverte à environ un demi-mile de l'endroit où il a disparu, dans un champ de blocs de granit accidenté. Selon le shérif du comté de Summit, Dave Edmonds, la chaussette semblait avoir été retirée d'un pied mouillé et froissé, ce qui correspondait à ce qu'il savait de Garrett. Après 9 jours, la recherche officielle de Garrett a été interrompue. Cependant, la famille, de nombreux amis dévoués et des volontaires ont continué la recherche après la fin de la recherche officielle, retournant au moins 2 fois par semaine jusqu'en octobre. Après l'hiver 2004, d'autres recherches ont été effectuées mais n'ont donné aucun résultat. L'affaire a été présentée dans divers médias en raison de sa nature curieuse et intrigante. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de Garrett continue de sensibiliser à la question des enfants disparus et à l'importance de les protéger. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui est arrivé à Garrett, mais sa disparition a engendré des dizaines de théories du complot. Certains spéculent qu'il a été attaqué par un animal sauvage, peut-être un lion de montagne ou un ours. D'autres pensent qu'un inconnu ou un proche de la famille a pu enlever Garrett. Certains suggèrent même qu'il aurait pu tomber ou être blessé dans un accident en explorant la région et n'aurait pas pu obtenir d'aide. Cependant, aucune preuve n'existe pour étayer l'une de ces théories. La mystérieuse disparition de Garrett Bardsley reste un cas non résolu qui continue de dérouter les enquêteurs. Avec les années qui passent, le mystère s'approfondit, laissant plus de questions que de réponses. C'était le 19 mars 2020 lorsque Russell Hill, un bushman expérimenté de 74 ans, partit en expédition de camping, venant chercher sa compagne Carol Clay, âgée de 73 ans, à son domicile de Pakenham. Leur destination, la vallée reculée de Wonangata, dans les Alpes victorianes, un territoire isolé et accidenté situé à près de 300 km au nord-est de Melbourne. Russell, reconnu pour son savoir-faire en pleine nature, et Carol, discrète membre de la Country Women's Association, partageaient une liaison secrète tenue à l'écart de leur famille et de leurs amis. Leur escapade dans la nature sauvage de Victoria était une évasion clandestine, une occasion de se retrouver loin des pressions de leur quotidien. Russell avait passé la majeure partie de sa vie dans la brousse, maîtrisant les techniques de survie parmi les arbres majestueux et les sentiers sinueux. Né et élevé dans la campagne victorienne, il avait développé une connexion profonde avec la terre, trouvant la paix dans sa beauté. Ses compétences de bushman étaient inégalées, perfectionnées au fil des années grâce à une vaste expérience et une compréhension intime des rythmes de la nature. Carol, quant à elle, était une membre dévouée de sa communauté, reconnue pour son travail inlassable au sein de la Country Women's Association. Veuve dès son plus jeune âge, elle s'était consacrée à ses enfants et petits-enfants, trouvant son épanouissement dans l'aide aux autres. Mais derrière des portes closes,
Elle nourrissait un désir secret d'aventure, une aspiration qui l'avait conduite dans les bras de Russell Hill. À mesure qu'il s'enfonçait dans la nature sauvage, loin des regards indiscrets, des spéculations s'élevèrent quant à la véritable nature de leur relation. Était-il en train d'échapper au carcan du jugement sociétal ou cherchait-il simplement à trouver la paix en s'immergeant seul dans la nature? Les jours passèrent sans aucun contact. Le 21 mars, un passant découvrit leur campement seulement pour le trouver ravagé par les flammes. Ce qui était jadis un refuge paisible arborait désormais les stigmates d'un événement sinistre, laissant les autorités perplexes et le public abasourdi. L'enquête sur leur disparition se révéla être un enchevêtrement d'indices étranges, chacun ajoutant à la confusion générale. Un drone introuvable, un campement réduit en cendres et divers objets inexplicables épars parmi les décombres dressaient un tableau empreint d'intrigue et de suspicion. Les spéculations allaient bon train. S'agissait-il d'un tragique accident, d'une intervention malveillante ou simplement d'une escapade romantique qui avait mal tourné? L'ancien pilote de ligne Greg Lynn émergea comme une figure centrale au cœur de ce drame, accusé des meurtres de Russell Hill et de Carol Clay. La police reconstitua une séquence d'événements éprouvantes, alléguant qu'une confrontation au sujet d'un drone s'était transformée en une dispute fatale. Russell et Carol auraient fait voler un drone à proximité de leur campement, ce qui aurait énervé Greg Lynn. Celui-ci serait alors intervenu, prenant le parti de tirer sur Carol avec son arme et de poignarder Russell à mort. Toutefois, ces déclarations n'ont jamais été prouvées. La police n'ayant pu obtenir une version ferme de Greg Lynn qui a contesté l'ensemble des détails rapportés. Chaque révélation ne faisait qu'engendrer davantage de questions qu'elle n'apportait de réponses. L'affaire de Russell Hill et Carol Clay n'est pas simplement l'histoire de deux personnes disparues dans la nature, c'est un récit d'intrigue, de trahison et de la quête inlassable de la vérité. En juin 2024, Albert Calibet partit pour une randonnée en Grèce. Âgé de 59 ans, Albert était un ancien adjoint du shérif californien qui visitait la Grèce et l'île d'Amorgos en particulier depuis plusieurs années. Habitué aux défis de la vie en plein air, il ne revint jamais de son expédition, laissant sa famille et ses amis livrés à la peur, à la frustration et à l'incertitude. Albert prit sa retraite du département du shérif du comté de Los Angeles en 2018 après 2 décennies de service. Malgré cela, il continua de travailler à temps partiel, fidèle à son engagement pour le service public. En dehors de sa carrière, Albert était passionné par la forme physique et la nature dans toute sa splendeur. Il suivait une routine d'exercice rigoureuse, composée de courses quotidiennes sur la plage et de baignades dans l'océan sans combinaison. Étant donné son excellente condition physique, il n'est donc guère surprenant que, le 11 juin 2024, il ait décidé de partir en randonnée sur l'île d'Amorgos, en dépit des températures élevées de la journée. L'île d'Amorgos est une petite île escarpée située dans la mer Égée avec une population de moins de 2000 habitants. Elle est reconnue pour la beauté de ses paysages, ses falaises abruptes et ses itinéraires de randonnée exigeants. Les mêmes atouts qui séduisent les touristes aventuriers comportent également des risques pour ceux en difficulté. Malgré son charme apparent, l'île peut se révéler impitoyable, notamment en plein été, lorsque les températures grimpent à des niveaux dangereux. Le 11 juin 2024, jour où Albert Calibet entreprit sa randonnée, fut une journée particulièrement chaude. Pourtant, Albert, en parfaite forme, connaissait bien l'île qu'il visitait depuis 2009. Il avait déjà parcouru à de multiples reprises le trajet d'Aïjali à Katapola, l'un des sentiers les plus célèbres de l'île. Ce matin-là, il quitta le village d'Aïjali vers 9h30. Avant de commencer sa marche, il envoya à sa petite amie, Debbie Leshane, une photo du point de départ du sentier. 2 heures plus tard, après avoir acheté une boisson rafraîchissante et une bouteille d'eau, il poursuivit sa randonnée. Ce fut la dernière fois qu'on le vit. Lorsque son retour ne fut pas celui attendu, des recherches furent rapidement engagées, mais aucune trace d'Albert ne fut retrouvée. Les premières opérations, étendues et minutieuses, mobilisèrent des équipes locales de sauvetage, des hélicoptères et des drones. Même les bergers locaux se joignirent aux recherches, fouillant le terrain rocailleux à la recherche du moindre indice de sa présence. Cependant, la chaleur extrême, combinée à la topographie périlleuse de l'île, entra en ligne de compte pour entraver les efforts de recherche. Par ailleurs, la famille d'Albert estima que tant les autorités grecques que l'ambassade des États-Unis faisaient preuve d'un manque d'urgence face à la situation. Oliver, le frère d'Albert, s'envola pour la Grèce afin de prêter main forte aux recherches, mais fut stupéfait d'apprendre que les autorités locales refusaient de mener des opérations nocturnes, invoquant des ressources limitées. Les promesses de soutien supplémentaires, telles que l'intervention de chiens renifleurs et des survols accrus,
restèrent lettre morte, intensifiant la frustration et l'angoisse parmi les proches d'Albert. Les jours passèrent et se transformèrent en semaines, et la famille d'Albert finit par perdre espoir. Déterminés à le retrouver, ils se mirent à le chercher eux-mêmes sans aucun succès. Ils proposèrent même de financer l'envoi d'hélicoptères et le déploiement de chiens de recherche par les autorités grecques, mais leurs offres furent également refusées. Peu à peu, des soupçons de malveillance s'installèrent en raison du manque total de preuves. Ces inquiétudes furent amplifiées par les nombreux obstacles rencontrés lors des recherches, des bâtons dans les roues imposés par les autorités grecques, associés à une assistance trop limitée de la part du gouvernement américain. Face à ces difficultés, sans oublier l'épuisement physique provoqué par les relevés en pleine chaleur, la famille fut finalement contrainte de quitter l'île sans savoir quelle direction prendre. L'enquête sur la disparition d'Albert Qualibet est toujours en cours, bien que les recherches aient officiellement pris fin. Le mystère entourant sa disparition continue de peser lourdement sur le cœur de sa famille. Debout, à l'orée d'une mystérieuse ouverture dans l'immense désert de Mojave, Kenievich sentait son esprit s'emballer. En tant qu'explorateur chevronné du désert originaire de Las Vegas, Kenny savait qu'il venait de mettre la main sur une découverte capable d'éveiller une curiosité bien au-delà de l'ordinaire. C'était un chaud jour de juin 2014 lorsque son esprit d'aventure le mena vers le terrain accidenté près de la base aérienne de Nellis. Alors qu'il traversait un paysage rocheux, son regard affûté repéra une formation inhabituelle, l'entrée d'une grotte parfaitement façonnée en forme de M majuscule. Intrigué par ce spectacle, à la fois mystérieux et inédit, Kenny s'approcha de la grotte pour être aussitôt envahi par une sensation inexplicable parcourant son corps, une étrange vibration semblant émaner des profondeurs mêmes de la terre. Incapable de se défaire de ce sentiment dérangeant, Kenny s'éloigna de la grotte, l'esprit agité par une multitude de questions et le cœur battant d'un mélange d'excitation et de crainte. Désireux de partager sa rencontre avec le monde, Kenny, sous le pseudonyme SnakeBitMG, se lança sur YouTube et y relata son expérience dans une vidéo intitulée « Fils d'un technicien d'Area 51 ». Peu savait-il que ses propos allaient déclencher une chaîne d'événements le propulsant dans le domaine des légendes urbaines et des mystères non résolus. Ces mots éveillèrent une avalanche de curiosité parmi les internautes qui réclamaient davantage de détails et incitaient Kenny à se lancer dans une quête pour retrouver la mystérieuse Grotte M. Non découragé par cette perspective intimidante, Kenny répondit à l'appel de l'aventure et entreprit sa première expédition pour localiser la grotte. Documentant son périple dans une vidéo intitulée « M Cave Hike », il s'aventura une nouvelle fois dans l'immensité du désert, déterminé à percer les secrets dissimulés au cœur de ce paysage rocheux. Malgré tous ses efforts, la grotte mystérieuse resta insaisissable, enveloppée dans le voile énigmatique du désert. Refusant de se laisser abattre par ses premiers revers, Kenny persista, animé par une curiosité inlassable et une soif insatiable d'exploration et de renommée sur Internet. Armé d'un pistolet de 9 mm et d'une caméra vidéo, il entreprit une seconde expédition, filmant chaque instant de sa quête dans l'espoir d'éclaircir les mystères qui lui avaient échappé lors de sa première tentative. Mais le destin de Kenny prit une tournure différente. Malgré son expertise à naviguer dans les terrains accidentés du désert et à explorer des zones inexplorées, son périple le mena vers des circonstances inattendues. Le 10 novembre 2014, alors que le soleil se couchait et que les ombres s'étiraient sur le désert, Kenny entama ce qui allait être sa dernière randonnée. Une incursion dans l'inconnu qui tragiquement mit fin à ses explorations. Après avoir envoyé un message à son alors petit ami pour l'informer qu'il partait pour un bref voyage d'une nuit, plus rien ne fut entendu de Kenny. Au fil des jours qui se transformèrent en semaines sans nouvelles, l'inquiétude grandit parmi sa famille, ses amis et ses proches. Sa disparition fit les gros titres et les autorités lancèrent une vaste opération de recherche pour retrouver le randonneur disparu. Pourtant, malgré leurs efforts, Kenny semblait s'être volatilisé, ne laissant derrière lui que des questions sans réponse et une traînée de spéculations. Le 22 novembre 2014, son téléphone portable fut découvert près d'un puits de mine abandonné. Cependant, malgré les recherches intensives, aucun autre objet ou indice ne permettait de retracer sa trace. Les théories du complot se multiplièrent, chacune plus invraisemblable que la précédente.
Certains spéculaient que les vibrations ressenties par Kenny près de la grotte M étaient dues à un dispositif gouvernemental destiné à dissuader les curieux d'explorer la vérité cachée dans ses profondeurs. D'autres pensaient que la grotte était une porte d'entrée vers une installation gouvernementale top secrète et que Kenny avait mis le pied sur quelque chose qu'il n'était jamais censé découvrir. Malgré toutes ces spéculations et l'incertitude entourant sa disparition, un fait demeurait évident. Son destin restait enveloppé de mystères et sa localisation inconnue. Qu'il ait été victime d'un acte criminel, d'un tragique accident ou qu'il se soit lancé dans une nouvelle aventure, une vérité s'impose, Kenny Veach est toujours porté disparu. Jusqu'à ce que lui ou son corps soit retrouvé, le mystère de sa disparition continuera de hanter les esprits. C'était tôt le matin du 1er août 2018, lorsque Samantha Sayers, pleine d'enthousiasme et prête pour une nouvelle aventure, a quitté son appartement à Seattle pour entreprendre une randonnée ambitieuse qui allait bouleverser sa vie de manière irréversible et marquer un tournant majeur dans son destin. À 27 ans, Samantha, que ses amis appelaient Sam, était une femme en pleine forme. Passionnée par la nature, Sam relevait tous les défis. Ce mercredi-là, elle prévoyait de faire une randonnée en solitaire sur le sentier de Vesper Peak dans le parc national de North Cascades, dans l'État de Washington. Ce sentier était un défi même pour les randonneurs les plus aguerris, son terrain accidenté le rendant dangereux, même pour les plus expérimentés. Mais pour Samantha, c'était juste une autre journée dans sa vie d'aventurière. Elle avait déjà parcouru le sentier de Vesper Peak auparavant. De plus, elle avait grandi en participant régulièrement à des sorties en camping. La randonnée était dans son ADN. Avant de quitter son domicile à Seattle, Samantha a envoyé un rapide message à son petit ami, Kevin Ders, âgé de 33 ans, lui disant qu'elle l'aimait et qu'elle serait de retour à la maison vers 18h ce soir-là. Elle a quitté son appartement vers 8h du matin, conduisant sa Ford Fiesta bleue le long de la Mountain Loop Highway jusqu'à Sunrise Mine Road, où commence l'un des sentiers menant au sommet de Vesper Peak. Sam a garé sa voiture puis a signé son nom dans le registre du parc forestier. Elle était une personne réfléchie qui n'aimait pas prendre de risques inutiles. Sam a ensuite entamé l'ascension de plus de 1200 mètres qui l'attendaient. Ce mercredi-là, d'autres randonneurs empruntaient également le sentier. Sam n'était pas une femme que l'on pouvait oublier facilement et les autres randonneurs l'ont bien remarqué. Ce jour ensoleillé, elle portait un legging de sport gris et une brassière. Elle tenait un bâton de randonnée dans chaque main et avait un sac à dos noir. Ce qui était le plus marquant cependant, c'était sa tête rasée, ornée d'un tatouage, un motif d'étoile conçu par sa mère, Lisa. Sam avait été diagnostiquée avec une alopécie durant ses années de lycée et elle avait alors pris la décision consciente de se raser la tête complètement, préférant cette solution aux perruques qu'elle trouvait inconfortable et peu pratique. À un moment de la randonnée, Samantha s'est arrêtée pour déjeuner avec un autre randonneur. Elle a savouré le sandwich qu'elle avait préparé, puis est arrivée au sommet vers 15h. Là, elle a admiré les vues imprenables et a échangé quelques mots avec d'autres personnes présentes au sommet. Elle a également consulté son téléphone. Peu après, elle a choisi de redescendre par le versant sud-ouest de la montagne. À 19h15 ce soir-là, Kevin Ders, le petit ami de Sam, était déjà en route. Il connaissait très bien Sam. Il savait qu'elle était toujours bien préparée, qu'elle respectait toujours son planning ou le prévenait si elle devait être en retard. Kevin avait attendu anxieusement son retour pendant environ 1 heure avant de partir à la recherche de sa petite amie. En chemin, il s'est arrêté dans une station-service pour acheter une lampe de poche. La nuit tombait et bien qu'il aimait lui-même faire de la randonnée, il n'était pas aussi expérimenté que Sam. Il savait que grimper le sentier de Vesper Peak serait difficile, mais il devait le faire. Il devait la retrouver. Kevin a trouvé la voiture de Samantha toujours garée au départ du sentier. Des heures plus tard, Kevin a fini par chuter sur le sentier dangereux, brisant sa lampe de poche dans le processus. Il faisait noir comme dans un four, et Kevin a vite compris qu'il avait besoin d'aide. Désespéré et sans autre option, il a appelé le 911. La recherche officielle de Samantha Sayers a commencé vers 1h du matin. Elle est devenue l'une des plus importantes de l'histoire récente de l'État de Washington. Au début, une équipe de bénévoles et un hélicoptère équipé de technologies infrarouges ont ratissé la zone. Les autorités ont interrogé plusieurs témoins et ont pu reconstituer le déroulement de la randonnée de Sam jusqu'à sa disparition. Pendant ce temps, Kevin s'est tourné vers les réseaux sociaux où il a créé une page Facebook dédiée et lancé une campagne GoFundMe pour récolter des fonds essentiels pour les recherches intensives. Il a fait appel à la communauté pour obtenir le soutien nécessaire dans cette quête désespérée pour retrouver Samantha.
La mère de Samantha, Lisa, a appris la disparition de sa fille par Facebook et s'est envolée immédiatement pour Seattle. Après 22 jours de recherche, avec l'aide de 70 chercheurs à pied, de 14 équipes cynophiles, de témoins et d'hélicoptères, les autorités ont mis fin aux efforts. Le budget pour les recherches était épuisé et faute de pistes, les autorités ont conclu que Samantha Sayers avait probablement succombé à une chute. En 2021, aucune trace de Samantha Sayers n'avait été retrouvée malgré les recherches intensives. La mère de Sam, Lisa, est convaincue que sa fille est encore en vie quelque part, peut-être victime de la traite des êtres humains. Que pensez-vous qu'il pourrait réellement être arrivé à Samantha Sayers dans ces circonstances mystérieuses ? Le 14 juin 1969, la famille Martin, composée de William, de sa femme et de leurs 2 garçons, Dennis et son frère aîné, partit en camping dans le parc national des Great Smoky Mountains. Ils cherchaient à échapper à l'agitation de la ville et à trouver la paix dans la nature. Ils installèrent leur tente à Spencefield, entourée de verdure luxuriante, et leur voix remplissait le calme environnant de rires et de conversations. Alors que l'après-midi avançait, Dennis et son frère aîné se retrouvèrent plongés dans une partie de cache-cache avec 2 autres garçons du camp. Tout avait commencé innocemment. Ils ne savaient pas que ce simple jeu allait prendre un tournant terrifiant. Vers 16h30, Dennis et son frère se joignirent aux 2 autres garçons pour s'amuser. William Martin regarda les enfants se regrouper, complotant un canular pour surprendre les adultes. Avec un sourire malicieux, ils disparurent dans la forêt, le t-shirt rouge vif de Dennis contrastant avec le décor verdoyant. Lorsque les plus grands réapparurent, éclatant de rire, Dennis était conspicuement absent. Une inquiétude se dessina sur le visage de William, qui commença à appeler Dennis mais ne reçut aucune réponse. Pendant ce temps, à environ 7 miles de là, Harold Key et sa famille faisaient une randonnée tranquille près de Sea Branch, au sud-ouest de Cad's Cove. Leur sortie paisible prit une tournure glaçante lorsqu'un cri déchira la forêt silencieuse. Surpris, ils scrutèrent les environs, le cœur battant d'inquiétude en apercevant une silhouette furtive se faufilant entre les arbres. Pendant ce temps, la famille Martin et l'autre famille qui était avec eux commencèrent à chercher Dennis. Alors que les heures passaient et que l'obscurité descendait sur Spencefield, les efforts de recherche s'intensifièrent, attirant l'attention des rangers du parc et des bénévoles concernés. Le cœur lourd, William Martin signala la disparition de son fils au responsable du parc à Cades Cove vers 20h30. Sa voix tremblait de peur alors qu'il implorait de l'aide pour retrouver son enfant disparu. À mesure que la soirée avançait, un orage balaya les montagnes et martela le camp de pluie et de vent. Malgré l'aggravation des conditions météorologiques, les opérations de recherche se poursuivirent sans relâche dans la nuit, avec la famille et les chercheurs scrutant frénétiquement la zone à la recherche du garçon disparu. Le 15 juin 1969, aux premières lueurs de l'aube, le groupe de chercheurs se rassembla à Bot Mountain Road pour discuter des plans de recherche pour la journée. Malgré leur épuisement, ils étaient prêts à affronter un autre jour de recherche sans relâche. À 5 heures du matin, ils s'étaient répandus à travers le terrain accidenté, fouillant chaque centimètre de la nature sauvage dans l'espoir de trouver le moindre indice qui pourrait les mener à Dennis. Au fil des heures, le groupe de recherche s'agrandit pour compter plus de 240 personnes. Parmi eux se trouvaient des scouts locaux, des rangers en formation et des volontaires concernés, tous unis dans leur mission de ramener Dennis chez lui. Dans les jours qui suivirent, l'espoir commença à s'effacer alors que Dennis restait introuvable, laissant son sort incertain et alimentant les spéculations. De fausses pistes et des observations fugaces n'ont fait qu'ajouter à la détresse ressentie par sa famille et la communauté. C'est à ce moment-là que diverses théories et spéculations entourant sa disparition ont commencé à surgir. 3 théories principales émergèrent concernant la disparition de Dennis. La première, considérée comme la plus probable par les responsables du parc, suggérait que Dennis s'était perdu et n'avait pas pu survivre dans la nature. La deuxième théorie suggérait que Dennis aurait pu être attaqué par un ours ou, moins probablement, un sanglier et emporté. La troisième théorie, soutenue par le père de Dennis, suggérait que quelqu'un aurait pu l'éloigner du parc. Le jour où Dennis a disparu, le touriste Harold Key et sa famille ont rapporté avoir entendu un cri et avoir vu un homme au look rude s'enfuir. Cependant, les rangers du parc et le FBI n'ont pas trouvé suffisamment de preuves pour relier cette observation à la disparition de Dennis. Au milieu des spéculations, la recherche de Dennis a continué. Le 3 juillet, le groupe de recherche a rencontré une odeur troublante de pourriture le long du West Prong, suscitant l'inquiétude parmi les membres. Malgré une enquête approfondie, la source de l'odeur est restée non identifiée.
ajoutant aux complexités de la recherche. Malgré les efforts considérables et une récompense de 5 000 $ offerte par la famille pour toute information sur Dennis, la recherche n'a pas donné de nouveaux indices. Par conséquent, les responsables du parc ont décidé de mettre fin à la recherche de Dennis Martin le 11 septembre. En 1985, une avancée potentielle est survenue lorsqu'un chasseur de ginseng a prétendu avoir découvert les restes squelettiques d'un enfant à 3 miles en contrebas du dernier emplacement connu de Dennis. Malgré d'importants efforts de recherche, les chercheurs n'ont pas pu localiser les restes signalés. Le mystère entourant la disparition de Dennis Martin reste non résolu malgré l'effort significatif investi pour le retrouver. Conrad Whitlock, un scientologue à la retraite, se trouvait au seuil de l'incertitude le matin du 28 juillet 2019. À 72 ans, il était un homme de routine, ses journées rythmées par la monotonie de la vie en banlieue. Pourtant, sous cette apparente normalité se cachait une agitation intérieure, un besoin profond de rompre avec la routine fatigante qui gouvernait son quotidien. Sa décision de s'aventurer dans l'immensité du mont Buller était enveloppée de mystères, connus de lui seul, et des sommets silencieux qui veillaient sur son départ. Les événements qui ont précédé sa disparition laissent peu d'indices sur ses motivations, ne laissant derrière lui qu'une traînée de spéculations et de questions sans réponse. La nuit précédant sa disparition, Whitlock se coucha tôt, mentionnant à sa femme, Mandy, qu'il avait des examens prévus pour le lendemain matin. Elle se souvenait encore des paroles qu'il lui murmura avant de dormir, sans savoir quelles seraient les dernières qu'elle entendrait de lui. Aux premières heures du jour, la BMW de Whitlock parcourut les rues sombres de Sandhurst, ses phares illuminant la route alors qu'il se dirigeait vers les hautes terres. Le dispositif électronique de péage sur son véhicule s'activa, enregistrant son trajet. À 6 heures du matin, Whitlock passa les portes du Mount Buller Resort. Son arrivée ne passa pas inaperçue. Plusieurs automobilistes attentifs remarquèrent son véhicule alors qu'il empruntait les routes sinueuses menant au sommet. Mais à mesure que le soleil montait dans le ciel, sa trace s'effaça. À 10 heures du matin, sa BMW fut retrouvée abandonnée au bord de la route, les clés toujours dans le contact. Les jours suivants furent marqués par une recherche effrénée, une tentative désespérée de résoudre l'énigme de sa disparition. Les forces de l'ordre, les forestiers et les spécialistes des secours fouillèrent sans relâche le paysage hostile, leurs efforts entravés par la végétation dense et le terrain dangereux de Buckland Spur Track. Peter Towner, un ancien détective habitué à ce type d'affaires, dressa un tableau sombre du sort de Whitlock. Il suggéra qu'un traumatisme crânien subi lors d'un récent accident de course, aggravé par l'usage de médicaments non autorisés, aurait pu plonger Whitlock dans un état de confusion et de désorientation. Pour Mandy, l'épouse de Whitlock, le temps n'apporta que peu de réconfort. Le départ brusque de son mari défiait toute logique, la laissant avec un flot incessant de questions sans réponse. Les migraines qui le tourmentaient détenaient-elles la clé de son mystère ? S'agissait-il d'un coup du destin qui l'avait égaré ? Ou bien de quelque chose de plus inquiétant ? Au fil des années, le mystère de Whitlock resta entier. Pourtant, il n'était pas seul à s'être volatilisé. 4 habitants des contreforts du mont Buller signalèrent avoir aperçu un homme correspondant à sa description, ajoutant une nouvelle couche d'intrigue à une affaire déjà complexe. Chargé de démêler cet enchevêtrement de preuves, l'inspecteur David Ryan fit preuve d'un optimisme prudent face à l'incertitude. Ses paroles, empreintes d'urgence, soulignaient la gravité de la situation alors que les recherches entraient dans leur 3e jour. Malgré les efforts acharnés des équipes d'intervention et des forces de l'ordre, Whitlock demeurait introuvable. Au fil du temps, les spéculations sur son sort ne cessèrent de croître, laissant ses proches aux prises avec l'incertitude de sa disparition. En décembre 2023, la doctoresse Nathalie Casal, généraliste retraitée de 71 ans originaire de Perth, Australie-Occidentale, annonça à sa famille son intention de parcourir le Bible Moon Track, un sentier bien connu et réputé pour sa difficulté. En mars 2024, cependant, Nathalie fut déclarée disparue par son fils. Les circonstances de sa disparition paraissent particulièrement étranges, mêlant tragédie, une tendance à la discrétion et une passion profonde pour les oiseaux dans un cas énigmatique. La doctoresse Nathalie Casal était une figure très respectée dans sa communauté, reconnue pour son dévouement envers ses patients et sa grande implication en faveur de l'environnement. Elle avait consacré une grande partie de sa carrière à exercer en tant que médecin généraliste dans des régions reculées. C'était une personne qui se surpassait pour venir en aide tant aux humains qu'aux animaux. Sa retraite avait été annoncée de façon assez brusque en 2022 au grand étonnement de son entourage, car elle n'avait donné aucun signe avant-coureur indiquant qu'elle envisageait de quitter sa pratique.
En réalité, Nathalie souffrait d'une maladie grave, un fait qu'elle n'avait pas voulu partager avec sa famille, sans doute pour la protéger. Très discrète, elle avait toujours su garder sa vie privée jalousement. En décembre 2023, Nathalie fit savoir à sa famille qu'elle partirait parcourir le Bible Moon Track avec un groupe organisé. Ce sentier est l'un des parcours de longue distance les plus célèbres d'Australie, s'étendant sur plus d'1 millier de kilomètres, soit plus de 625 milles, de Kalamunda, près de Perth, jusqu'à Albany, sur la côte sud. Le parcours traverse des forêts denses, des rivières paisibles et offre des panoramas côtiers accidentés. Il est bien connu que le terrain du Bible Moon présente de nombreux défis et exige des randonneurs une préparation rigoureuse et une bonne condition physique. Généralement, ce trajet est entrepris par des marcheurs expérimentés, souvent par étapes, et l'ensemble du parcours peut nécessiter plusieurs semaines d'efforts intenses. De plus, le sentier traverse des zones isolées et parfois périlleuses, où l'aide peut se faire attendre des heures, voire des jours, tandis que l'été en Australie occidentale, période envisagée par la doctoresse Casal, expose aux températures extrêmes et à un risque accru d'incendie, rendant toute expédition particulièrement dangereuse. C'était le 6 décembre 2023 que Nathalie fut vue pour la dernière fois. Elle se trouvait chez elle, annonçant à sa famille qu'elle partait pour le sentier. Mais c'est justement à ce moment précis que la certitude s'efface pour laisser place au mystère. En mars 2024, 3 mois après sa dernière apparition, le fils de la doctoresse, Ramon, déclara sa disparition. Dans un premier temps, les enquêteurs concentrèrent leurs recherches sur le Bible Moon Track suite à un signalement selon lequel Nathalie aurait été aperçue à Northcliffe, une petite ville située le long du sentier, où elle aurait fait des achats de fournitures. Toutefois, cette piste se révéla être une impasse. De surcroît, personne ne vint confirmer l'idée qu'elle aurait été raccompagnée jusqu'au point de départ, et aucune preuve ne montrait qu'elle ait rejoint un groupe ou entamé la randonnée. Il est donc tout à fait possible que Nathalie Casal n'ait jamais mis les pieds sur le sentier. Jusqu'à présent, l'enquête n'a mis au jour aucune trace de son matériel ni aucune indication de sa présence le long du parcours. L'enquête se complique davantage du fait que Nathalie a laissé son téléphone portable, désactivé ses comptes sur les réseaux sociaux et pris d'autres dispositions qui, pour certains, laissent penser qu'elle ne souhaitait peut-être pas être retrouvée. Ces agissements, combinés à sa nature réservée et à ses récentes préoccupations de santé, ont conduit sa famille à craindre qu'elle n'ait pris des mesures drastiques en réaction à son diagnostic. Son fils, Ramon, a même avancé l'hypothèse que sa disparition pourrait être liée à sa détresse face à la destruction des habitats des Kakatoès noirs proches de son domicile à Nyangara. Malgré des recherches approfondies et de multiples appels à témoins, aucune nouvelle piste n'est apparue. La famille a saisi la cour du coroner de l'Australie occidentale dans l'espoir de relancer l'enquête et d'obtenir une forme de clôture. Or, l'affaire demeure non résolue, plongeant ses proches dans un état liminaire aussi bien sur le plan juridique qu'émotionnel, les empêchant de gérer ses affaires ou d'avancer. La doctoresse Nathalie Casal reste introuvable. Le sentier des Appalaches, avec son terrain accidenté et ses vues à couper le souffle, attire des aventuriers du monde entier. Parmi eux se trouvait Géraldine Larguet, une randonneuse déterminée connue sous le nom de Inchworm par ses compagnons de trek. Son histoire est celle de la bravoure, de la survie et finalement d'une perte déchirante. Géry a commencé son voyage le 23 avril 2013, accompagnée de son amie Jane Lee. Leur plan était de parcourir ensemble le sentier des Appalaches en rencontrant le mari de Géry en cours de route pour des provisions et du soutien. Cependant, le destin a intervenu lorsque Jane a dû partir en raison d'une urgence familiale le 30 juin, laissant Géry continuer seul son voyage. Dès le début, Géry a été confrontée à des défis. Elle avait du mal à s'orienter, avait peur de l'obscurité et de la solitude. Malgré ces obstacles, elle a persévéré, déterminée à réaliser son rêve de randonnée sur le sentier. Dans la nuit du 21 au 22 juillet, Géry se trouvait à l'abri de Poplar Ridge, dans l'ouest du Maine, où elle a croisé une autre randonneuse, Dottie Rust, qui a pris la dernière photo connue d'elle. Géry ne savait pas encore que cela marquerait le début d'une épreuve éprouvante qui captiverait le cœur de beaucoup. La matinée du 22 juillet s'est levée comme les autres sur le sentier. Mais pour Géry, elle a marqué le début d'un cauchemar. S'éloignant du sentier pour satisfaire un besoin naturel, elle s'est rapidement désorientée et perdue. La panique s'est installée alors qu'elle réalisait qu'elle était seule, entourée par la dense forêt du Maine. À chaque instant qui passait, la peur de Géry s'intensifiait.
Elle a tenté d'envoyer des messages textes à son mari, George, suppliant pour de l'aide, mais le mauvais réseau cellulaire a entravé ses efforts. Désespérée et seule, elle a cherché un terrain plus élevé dans l'espoir de trouver un signal, mais en vain. À mesure que les heures se transformaient en jours, la situation de Jerry devenait de plus en plus critique. Elle errait sans but à travers la forêt dense, sa panique grandissant à chaque pas. Ses entrées de journal peignent un tableau poignant de son désespoir alors qu'elle luttait contre la dure réalité de sa situation. Le 6 août 2013, Jerry a écrit une supplique déchirante dans son journal. « Quand vous trouverez mon corps, s'il vous plaît, appelez mon mari George et ma fille Kerry. Ce sera la plus grande gentillesse pour eux de savoir que je suis morte et où vous m'avez trouvé, peu importe le nombre d'années écoulées. » Ces mots, écrits dans les profondeurs du désespoir, résonneraient longtemps après la disparition de Jerry. Malgré ses efforts pour survivre, le voyage de Jerry a pris une fin tragique. Le 14 octobre 2015, ses restes ont été découverts dans son sac de couchage dans un campement qu'elle avait soigneusement entretenu jusqu'à la fin. La nouvelle a choqué la communauté des randonneurs, ravivant une tristesse et une incrédulité face à la perte de l'une des leurs. La découverte du journal de Jerry a mis en lumière les derniers jours de sa vie, révélant l'ampleur de sa lutte et la profondeur de son désespoir. Ses entrées détaillaient ses tentatives de naviguer dans le terrain impitoyable, ses messages frénétiques à son mari et sa supplique déchirante pour une fermeture. Mais même dans la mort, l'esprit de Jerry perdure. Son histoire sert de mise en garde pour les randonneurs du monde entier, leur rappelant les dangers inhérents à s'aventurer dans la nature sans préparation. Alors que la famille et les amis de Jerry se sont rassemblés pour pleurer sa perte, ils ont été réconfortés par la connaissance qu'elle avait touché la vie d'innombrables personnes au cours de son voyage. L'histoire de Géraldine est un rappel de la difficulté de la vie et de la force des gens, même dans les moments difficiles. Elle n'est peut-être plus là, mais son souvenir vivra comme un rappel d'être prudent lorsqu'on explore la nature et d'apprécier la beauté de la nature tout en respectant ses dangers. Dans le terrain accidenté et riche en paysages naturels d'Hawaï, Jessie Glenn Pinegar entama son périple sur le sentier Kalalau. Âgée de 23 ans et passionnée d'aventure, Jessie maîtrisait les activités de plein air, aimant la randonnée et le camping. Il était attiré par l'exploration et le frisson de s'aventurer sur des territoires inconnus. Ayant grandi dans l'Utah, Jessie fut entouré par la nature dès son plus jeune âge. Sa famille se rendait souvent dans les montagnes où il développa une profonde admiration pour l'environnement naturel. Il s'épanouissait parmi les arbres imposants, sous des cieux immenses et au cœur de paysages préservés, se sentant le plus vivant au milieu de tout cela. En mûrissant, le désir d'aventure de Jessie se renforça. Lorsque ses projets avec ses amis échouèrent, il saisit l'opportunité de partir en voyage en solitaire vers Hawaï. En janvier 2008, il monta à bord d'un avion à destination de Kauai, laissant derrière lui les paysages familiers de l'Utah pour découvrir le charme d'un paradis tropical. À son arrivée sur l'île, Jessie loua un appartement et s'immergea avec enthousiasme dans son nouvel environnement. Il explora avidement les trésors cachés de Kauai, dévoilant ses mystères à chacun de ses sentiers. Mais c'est le sentier Kalalau qui le fascinait par-dessus tout. Une route sinueuse le long de la côte qui offrait à chaque tournant des panoramas époustouflants. Jessie avait assuré sa famille qu'il rentrerait chez lui après quelques mois, mais à mesure que les jours se transformaient en semaines et que son absence s'éternisait en mois, l'inquiétude se lisait de plus en plus sur leur visage. Lorsque le mois de mars arriva sans la moindre trace de lui, son père, le cœur lourd d'inquiétude, décida de se rendre à Kauai pour partir à la recherche de son fils. Dès son arrivée sur l'île, le père de Jessie se lança dans une recherche acharnée, poussé par l'amour paternel. Il parcourut inlassablement chaque coin de rue et de venture, affichant des tracts, arborant le sourire de Jessie un peu partout sur Kauai. Malgré sa détermination sans faille, l'île gardait jalousement ses secrets et Jessie restait insaisissable. Les mois s'écoulèrent et l'espoir commença à s'amenuiser à mesure que la piste se faisait de plus en plus froide chaque jour. Mais alors que tout semblait perdu, une lueur d'espoir apparut à l'horizon. Un randonneur découvrit un campement abandonné près d'une falaise, à environ 5 miles dans le périlleux sentier Kalalau.
Cette découverte fut à la fois douce et amère pour la famille de Jesse. D'une part, ils étaient soulagés d'avoir une piste dans l'enquête, mais d'autre part, ils savaient que le chemin à venir serait semé de dangers et d'incertitudes. En approfondissant leur investigation, ils mirent au jour les sombres secrets tapis sous la surface de ce paradis. Le sentier Kalalau, réputé pour sa beauté à couper le souffle, est aussi tristement célèbre pour son terrain périlleux et sa météo imprévisible. Crues soudaines, falaises érodées et courants océaniques traîtres se dissimulaient à chaque tournant, arrachant la vie à d'innombrables aventuriers qui osaient sillonner ces chemins. Et parmi ceux qui se furent évanouis dans cet abîme brumeux se trouvait Jesse, et plusieurs autres qui partagèrent son destin. La disparition de Jesse Glenn Pinegar n'est qu'un chapitre de l'histoire mystérieuse du sentier Kalalau. Mais il n'est pas le seul. Daniel Marks, Bradford Turek, Atticus Louis Pearson, Ilya Lomov, Alex Gum et Piotr Drabik, tous ont connu le même sort en disparaissant au cœur de la beauté accidentée de ce sentier. Certains avancent que ces disparitions seraient l'œuvre d'un tueur en série, s'en prenant à des voyageurs imprudents qui s'éloignent trop de la civilisation. D'autres pensent que le sentier lui-même serait maudit. Des esprits anciens et des dangers cachés en réclameraient le tribut à quiconque oserait arpenter ces chemins. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, ces disparitions ont laissé un vide immense dans le cœur de leur famille. Un vide qu'on n'osera qu'espérer combler lorsqu'ils seront retrouvés. Le 27 septembre 2023, Chad Palahniuk se lança dans l'exploration d'un nouveau parcours dans le parc national des Rocky Mountains. Cet homme de 49 ans, originaire de Fort Collins, Colorado, était armé de son vaste expérience en trail running et d'une soif inextinguible d'aventure. Chad connaissait bien le parc. Il avait affronté Longs Peak plus de 30 fois, mais cette fois, il désirait emprunter un itinéraire différent, encore plus ardu que tous ceux qu'il avait tentés auparavant. Ce parcours devait le mener à travers la Continental Divide, à travers des terrains abrupts et impitoyables, tant sur sentier qu'en dehors, où chaque pas pouvait s'avérer périlleux. C'était un défi comme aucun autre, un test ultime de son endurance et de ses compétences en survie dans la nature. Chad gara sa voiture au North Inlet Trailhead, du côté ouest du parc, et entama son voyage, fort de son expérience et de son endurance. Vers midi, ce mercredi 27 septembre, Chad envoya un court message texte indiquant qu'il était près du sommet du mont Alice, à 13 135 pieds d'altitude et à environ 7 miles de la zone de Bear Lake. Son aventure semblait se dérouler sans accroc, du moins c'est ce qu'il croyait. Ce court message serait malheureusement la dernière communication que ses proches recevraient de sa part avant sa mystérieuse disparition. Le lendemain, 28 septembre, Chad Palahniuk ne donna pas de nouvelles comme prévu. Il fut signalé comme disparu, ce qui entraîna le lancement d'une vaste opération de recherche et de sauvetage par le National Park Service. Les faits étaient clairs, le véhicule de Chad était toujours garé où il l'avait laissé, au North Inlet Trailhead. Cela indiquait que son voyage avait commencé comme prévu. Il savait également que son parcours proposé de 28 miles était difficile, incluant un mélange de sentiers établis et de sections hors sentier à travers des pentes de talus abruptes, un terrain redouté même par les randonneurs les plus expérimentés. Les autorités savaient aussi que Chad possédait un équipement de navigation personnel, mais elles étaient conscientes que son dispositif n'était pas conçu pour les situations d'urgence, ce qui compliquait et ralentissait davantage les efforts de recherche, rendant la situation encore plus critique et inquiétante. À part cela, les autorités savaient qu'elles cherchaient un homme d'1,70 m, probablement vêtu d'une veste ultra-légère noire, de shorts ou leggings de course noire et d'une ceinture grise. Mais ces détails étaient-ils suffisants pour le retrouver? L'opération de recherche de Chad Palahniuk fut massive. Plus de 77 secouristes, dont 3 équipes cynophiles et une équipe de drones de l'État, explorèrent le parc depuis les airs et le sol. Le National Park Service ferma une partie du parc pour limiter les distractions olfactives pour les équipes cynophiles. La recherche rencontra cependant de nombreux obstacles. Les conditions météorologiques se dégradèrent, entravant les efforts de recherche. La neige, la glace et les vents forts rendaient les opérations difficiles en haute altitude. Même la reconnaissance aérienne fut compliquée par une couverture nuageuse épaisse. Le 6 octobre, cependant, la météo s'améliora, permettant aux équipes aériennes de réaliser une reconnaissance aérienne, capturant des photographies du terrain escarpé et rocheux. Cela permit aux équipes de terrain de naviguer dans les zones les plus difficiles. Malgré l'ampleur et l'impressionnante mobilisation des efforts de recherche, ceux-ci se révélèrent infructueux.
Les autorités décidèrent de suspendre la recherche le 10 octobre 2023, n'ayant trouvé aucun indice sur l'emplacement de l'homme malgré leurs efforts acharnés. Chad Palahniuk reste toujours porté disparu, laissant sa famille et ses proches dans l'angoisse et le désespoir. Durant l'été 2015, la famille Kunz entreprit ce qui semblait être une simple excursion de camping au Timber Creek Campground, niché dans la nature sauvage reculée de l'Idaho. Cependant, ce qui commença comme une aventure en apparence routinière se transforma bientôt en un réseau complexe de mystères, enveloppé d'incertitudes et de suspicions. Niché dans la nature sauvage près de Lydor, Idaho, se trouvait le Timber Creek Campground, offrant une retraite tranquille loin du chaos de la vie moderne. C'est ici que la famille Kunz se lança dans une excursion de camping qui prendrait bientôt un tournant inattendu. Accompagnaient ce voyage Vernal Kunz et Jessica Mitchell, ainsi que leur énergique fils de 2 ans, Deor Kunz Jr. Ils étaient rejoints par le grand-père de Jessica, Bob Walton, un aîné animé, et Isaac Reinwand, une figure mystérieuse dont la présence apportait un air de mystère à leur expédition. Le soir du 9 juillet 2015, la famille Kunz chargea son camion et partit pour son excursion de camping. Ils rencontrèrent Bob Walton et Isaac Reinwand en chemin, traversant un terrain accidenté. Alors que le soleil se couchait, ils s'arrêtèrent pour prendre du diesel, essayèrent de dîner à Lydor mais n'y parvinrent pas, et finirent par acheter rapidement des collations dans une supérette avant d'arriver enfin au terrain de camping dans l'obscurité. Deor aida ses parents à installer le campement et à faire un feu avant que la famille ne se retire pour la nuit. Le lendemain matin, le groupe profita du temps libre au camping. C'est également à ce moment-là que Jessica demanda au grand-père, Walton, de veiller sur le fils de 2 ans pendant qu'elle et Vernal se promenaient dans le camping. Ce fut la dernière fois que Deor fut vu. Vers 14 h, alors que Vernal et Jessica étaient partis pêcher avec Isaac, le couple se rendit compte que Deor était introuvable. La panique s'ensuivit alors que les campeurs fouillaient le terrain de camping dans une recherche frénétique de leur fils disparu. Vernal appela le 911 à 14 h 22, suivi de Jessica à 14 h 26, et le bureau du shérif reçut un appel à 14 h 28. Ce n'est qu'à 15 h 45, 16 h, que l'équipe de recherche et de sauvetage arriva. Un effort de recherche immédiat sur le terrain de camping et dans la nature sauvage fut entrepris par la famille et les autorités, espérant trouver des indices sur le lieu de disparition du garçon. Pendant 2 semaines, des équipes fouillèrent méticuleusement la région, utilisant divers moyens tels que des VTT, des hélicoptères, des chevaux, des unités canines et des drones. Malgré leurs efforts épuisants, aucun signe de Deor ou même d'indice ne fut trouvé. Dans un tournant surprenant, le bureau du shérif du comté de Lemhi annonça en janvier 2016 que Vernal Kunz et Jessica Mitchell étaient désignés comme suspects dans la disparition de leur fils. La révélation survint au milieu d'incohérences croissantes dans les récits fournis par le couple. Selon l'enquêteur privé Philip Klein, engagé par la famille pour aider à l'enquête, Vernal et Jessica ont passé plusieurs tests polygraphiques donnant des résultats troublants. Vernal aurait échoué à 5 tests polygraphiques, tandis que Jessica aurait échoué à 4. Ces échecs ont soulevé de sérieux doutes quant à la véracité de leurs déclarations concernant les événements ayant conduit à la disparition de Deor. Plusieurs théories ont émergé concernant le sort de l'enfant disparu. Klein a exprimé ses soupçons selon lesquels Deor aurait pu être victime d'un acte répréhensible, qu'il s'agisse d'un accident ou d'une intention. Klein a même allégué que Jessica détenait des informations vitales sur le lieu où se trouvait Deor, mais a choisi de les garder cachées, rendant ainsi presque impossible la résolution de l'affaire. Suspicion supplémentaire, lorsque le couple fut confronté à une expulsion pour loyers impayés en 2016, certains de leurs biens abandonnés semblaient être liés à leur enfant disparu, y compris la veste de camouflage de Deor qu'il aurait portée au moment de sa disparition. Malgré ces détails préoccupants, le mystère entourant la disparition de Deor Kunz Jr. reste non résolu. Aucune arrestation ou accusation n'a été prononcée dans le cadre de l'affaire. Vernal Kunz et Jessica Mitchell se sont séparés en 2016, Mitchell se remariant par la suite. Les 2 individus continuent de clamer leur innocence, niant toute implication dans la disparition de Deor et affirmant leur ignorance quant à son lieu où il se trouve. Warren Meyer, âgé de 57 ans, n'était pas un retraité comme les autres. Son amour pour la nature était profond, une passion qu'il nourrissait depuis son enfance. Né et élevé dans la petite ville de Narbetong, en Victoria, Warren a passé son jeune âge à explorer les terrains escarpés des Yarra Range, forgeant ainsi un lien indéfectible avec la nature.
Après des décennies de dur labeur, Warren prit enfin sa retraite, impatient de passer ses journées immergé dans la tranquillité de la nature. Il construisit une modeste cabane à Narbetong où il vivait avec sa femme dévouée, Zanette, et leurs 2 enfants, Julien et René. La routine de Warren était simple mais profondément enrichissante. Chaque matin, il se réveillait sous l'air frais des montagnes, entamant la journée avec un sentiment de plénitude. Il passait ses journées à s'occuper de son jardin, à randonner à travers les forêts denses et à contempler la beauté de la brousse australienne. Mais le 23 mars 2008, cette routine fut brisée par un événement inattendu. Ce matin-là, Warren annonça son intention de partir seul en randonnée dans le Black Spur, un lieu prisé des amateurs de plein air. Il embrassa sa femme en lui assurant qu'il serait de retour avant la nuit. Les heures passèrent, mais Warren ne revint pas. L'inquiétude de Zanette se transforma en panique. Elle alerta la police, la voix tremblante, signalant la disparition de son mari. Rapidement, une équipe de recherche fut déployée, fouillant la végétation dense à la recherche du moindre indice. Malgré les efforts déployés, les recherches ne donnèrent aucun résultat. Warren semblait s'être évaporé, ne laissant derrière lui que des questions sans réponse et une communauté sous le choc. L'affaire prit une tournure encore plus intrigante avec la découverte d'une plantation de marijuana cachée dans la brousse. Warren aurait-il vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir? Les jours passèrent et le mystère entourant la disparition de Warren ne fit que s'épaissir. La police lança une enquête approfondie, interrogeant des témoins et explorant chaque piste possible. Une théorie prit de l'ampleur, celle selon laquelle Warren aurait croisé un patient psychiatrique en cavale réputé pour son comportement violent. Serait-ce cet individu qui serait à l'origine de sa disparition? Mais malgré toutes les investigations, aucun élément concret ne permit de résoudre l'affaire. Le destin de Warren demeura une énigme, laissant ses proches plongés dans une incertitude douloureuse. Des rumeurs commencèrent à circuler à Narbetong, certaines de plus inquiétantes que d'autres. Certains habitants affirmèrent avoir entendu des coups de feu résonner dans la forêt le jour de la disparition de Warren, entre le 22 et le 23 mars. Les témoins qui rapportèrent ces événements expliquèrent qu'ils avaient entendu des tirs répétés de fusils de haute puissance, près de 200 coups en un peu plus de 2 heures, ce qui suscita beaucoup d'inquiétude. Le moment de la disparition de Warren coïncidait avec celui des coups de feu. Pourtant, les tireurs ne furent jamais identifiés, ce qui aurait pu permettre d'élucider le mystère. Par ailleurs, certaines personnes évoquaient une silhouette mystérieuse rôdant dans la région, renforçant la spéculation d'une disparition aux causes étranges. L'enquête fut renforcée par l'intervention du détective privé Valentin Smith. Grâce à son sens aiguisé de l'observation et son expertise, il s'efforça de démêler les fils de cette affaire. Pourtant, même lui ne parvint pas à élucider le mystère, laissant la famille de Warren face à une énigme qui semblait insolvable. Au fil des ans, le souvenir de Warren resta vivace à Narbetong. Sa famille s'accrocha à l'espoir qu'un jour, il trouverait enfin des réponses. Avec le temps, et alors que les pistes se refroidissaient, la disparition de Warren devint une simple note en bas de page dans l'histoire de Narbetong. Sa cabane demeura vide, témoin silencieux du destin d'un homme disparu sans laisser de traces. Le 23 mars 2024, José Tomás Lainez, 54 ans, citoyen américain, se rendit dans son Salvador natal pour renouer avec ses racines et rejoindre sa famille élargie lors d'un voyage dans la région de San Vicente. Un jour plus tard, José disparut sans laisser de traces, laissant derrière lui une famille désespérée et le cœur brisé. Né au Salvador, José partit pour les États-Unis alors qu'il était préadolescent. Il y bâtit sa vie, travaillant pendant des décennies pour le Los Angeles Unified School District, où il fut récemment promu, passant de chauffeur de bus à superviseur. Au fil des ans, José conserva un lien fort avec le Salvador, retournant fréquemment pour rendre visite à sa famille et explorer le pays. Passionné de randonnée et des activités de plein air, il aimait dénicher rivières et cascades et était particulièrement enthousiaste à l'idée d'explorer les lieux dont sa mère lui avait parlé durant son enfance. Ce dimanche, 24 mars 2024, José partit en randonnée à San Vicente en compagnie d'un petit groupe de membres de sa famille, comprenant sa mère, son neveu, son cousin, un guide local et l'épouse de ce guide. Il souhaitait visiter une rivière recommandée par ce dernier. La mère de José se montra particulièrement enthousiaste à cette idée, se remémorant les récits de son enfance liés à cette rivière en particulier. La région de San Vicente au Salvador est un lieu d'une grande beauté naturelle caractérisée par ses jungles denses et ses collines ondulantes.
Les sentiers isolés peuvent s'avérer difficiles à parcourir, notamment pour ceux qui ne connaissent pas le secteur. La région présente également d'autres dangers. La présence d'activités de gangs et la violence qui y est associée rendent certaines zones particulièrement risquées. Cependant, José et sa famille étaient focalisés sur l'objectif de ce voyage, atteindre la rivière. La randonnée débuta sans encombre, mais au fur et à mesure de leur progression, José se rendit compte que le guide avait brusquement quitté le groupe sans explication, abandonnant non seulement la famille de José, mais également sa propre épouse. Le groupe décida de continuer sa route et finit par atteindre la rivière. Pourtant, cette dernière était bien différente de ce que le guide avait décrit. Au lieu de puissantes eaux tumultueuses, ils ne trouvèrent qu'un mince filet d'eau, presque à sec. Vers 12h30, la famille s'arrêta brièvement au bord de la rivière. José but de l'eau avec ses mains et se lava le visage. Ce fut la dernière fois qu'on le vit. Puis, l'homme disparut. Au fil des heures, en l'absence persistante de l'aînesse, la famille commença à s'inquiéter de plus en plus. Vers 17h, sans aucune trace de lui, ils craignaient le pire. La réaction initiale des autorités locales fut exaspérément lente. Lorsque la famille se rendit au commissariat pour signaler la disparition de José, les policiers leur indiquèrent qu'ils devaient attendre 24 heures avant de pouvoir déposer une plainte pour personne disparue. Ils se rendirent ensuite dans un autre poste de police, mais lorsqu'ils réussirent enfin à déposer le rapport, il était environ 22 heures et il faisait déjà nuit. Ainsi, les recherches furent de surcroît entravées par le manque d'équipements appropriés comme des lampes de poche, rendant impossible toute poursuite après le coucher du soleil. L'opération de recherche débuta véritablement le lendemain. Depuis, la quête de José se poursuit, mais les résultats restent bien loin d'être satisfaisants. La police civile nationale du Salvador a mené plusieurs opérations avec des effectifs variés, allant parfois jusqu'à 100 personnes, mais l'immensité et la difficulté du terrain ont rendu ces efforts particulièrement ardus. La communication entre la famille de José et les autorités a été inconstante, et ses proches ont exprimé leur frustration face à ce qu'ils perçoivent comme un manque d'urgence et de coordination dans l'enquête. Ils se sont tournés vers des responsables américains pour obtenir de l'aide, mais n'ont jusqu'à présent reçu que des réponses standards, renforçant ainsi leur sentiment d'impuissance. De plus, la famille de José commença à envisager la possibilité que sa disparition ne soit pas accidentelle, sachant que la région n'est pas étrangère aux gangs susceptibles de l'avoir ciblée. À ce jour, aucune preuve publique ne vient étayer cette théorie. La famille craint qu'en l'absence de soutien des autorités, il ne soit jamais retrouvé vivant. Les circonstances entourant sa disparition demeurent opaques, et l'enquête n'a jusqu'à présent fourni aucune piste concrète. Après avoir passé 3 semaines en solitaire, au cœur d'une grotte nichée dans l'Himalaya indien, Justin Alexander Shetler émergea, empli d'un renouveau intérieur et d'une détermination retrouvée. De retour dans le village de Kalga, situé dans la vallée de Parvati, son esprit débordait d'une volonté nouvelle, prêt à se lancer dans un nouveau défi. Justin était un véritable passionné des aventures, reconnu pour ses escapades audacieuses et ses compétences en survie, renforcées par sa large audience sur les réseaux sociaux. Son parcours reflétait la diversité des paysages qu'il avait explorés, de ses expéditions à moto à travers l'Amérique, à la quiétude des temples thaïlandais où il avait vécu comme moine, sans oublier ses actes héroïques sur les terrains accidentés du Népal. Sa vie était une collection d'histoires riches de courage et de curiosité. Le 13 août 2016, les comptes inactifs de Justin sur les réseaux sociaux reprirent vie, offrant un aperçu de ses aventures en grotte. Ses abonnés, avides d'en découvrir davantage, furent captivés par ses récits de rencontres avec un sadhu nommé Satnarayan Rawat. Il publiait en parallèle quelques clichés de l'ascète, preuve tangible de leur rencontre fortuite et de la fascinante simplicité du mode de vie de Rawat. Rawat, célèbre pour ses renoncements extrêmes et son existence ascétique, partagea sa sagesse avec Justin durant leurs temps ensemble. Inspiré par les enseignements du sadhu, Justin se lança dans une nouvelle quête, accompagner Rawat lors d'un pèlerinage au cœur de l'Himalaya où il prévoyait de méditer à l'ombre des sommets majestueux. Poussé par une détermination inébranlable, Justin se rendit vers Kalga pour récupérer sa moto et se préparer à rassembler les provisions nécessaires pour l'expédition ardue qui l'attendait. Bien que la vallée de Parvati soit très prisée par les pèlerins et randonneurs, il ne pouvait se défaire de l'effrayante réputation due aux touristes qui disparaissaient dans ces contrées sauvages, cette pensée le hantant alors qu'il se préparait pour l'aventure. Rejoignant d'autres voyageurs, André Gapon, Christopher Lee Humphries,
et Villas-Bambro, Justin se réunit avec eux pour obtenir des conseils et discuter de ses projets pour le périple à venir. Bambro, qui avait vécu une expérience déterminante au lac Mantalet, partagea ses impressions, tandis que Gapon et Humphries exprimaient leurs inquiétudes à l'idée que Justin parte en expédition avec Rawat. Cependant, malgré leur scepticisme, Justin poursuivit ses préparatifs, sélectionnant méticuleusement l'essentiel pour la route. Avec pour seule provision dans son sac à dos, un sac de couchage fin, une tasse en métal et sa fidèle machette, il s'élança dans l'aventure. Vêtu d'un pantalon de randonnée kaki, d'une chemise de style tibétain et d'une veste légère en duvet, ses maigres affaires incluaient même du fil dentaire, témoignage de sa débrouillardise et de sa confiance en ses capacités dans la nature. Au début de leur périple, Justin et Rawat furent rejoints par un porteur. Toutefois, prévoyant de passer quelques jours dans les parages, ils renvoyèrent ce dernier dès le lendemain matin après le déjeuner. Sur le chemin du retour vers Pulga, Justin et Rawat voyagèrent ensemble jusqu'à Thakur-Kuan. À partir de ce point, leurs routes se séparèrent, leur prochain rendez-vous étant fixé à Tunda Bhuj. Ils convinrent de marcher séparément pour mieux se retrouver à Tunda Bhuj. Cependant, d'après Rawat, Justin ne parvint jamais au lieu de rendez-vous convenu, ce qui poussa Rawat à poursuivre seul le voyage. Les jours se transformèrent en semaines, et, toujours, aucune trace de Justin. Sa famille, rongée par l'inquiétude, lança une recherche désespérée pour retrouver leur fils disparu. Suzanne Reb, sa mère, et un ami de la famille, Jonathan Slicks, se rendirent à Kulu et déposèrent une plainte pour personnes disparues auprès des autorités locales. Pourtant, malgré les efforts exhaustifs de la police et des équipes de recherche, Justin resta introuvable, son destin enveloppé de spéculations et de mystères. À mesure que les soupçons de mauvaise conduite s'intensifièrent, l'attention se porta sur Rawat, ce sadou énigmatique qui avait accompagné Justin lors de cette aventure malheureuse. L'affirmation constante de Rawat selon laquelle Justin n'était jamais parvenu au lieu de rendez-vous convenu ne fit qu'alimenter les doutes, soulevant des questions sur son implication dans la disparition de l'aventurier. Au fil de l'enquête, submergé par les soupçons, Rawat se suicida tragiquement en plongeant la vérité dans un voile de secret encore plus opaque. L'affaire, jalonnée d'ambiguïtés et de questions restées sans réponse, laissa nombreux ceux qui y réfléchissaient méditer sur les mystères dissimulés au cœur de l'immensité de l'Himalaya. Finalement, le sort de Justin resta un véritable mystère, rappel brutal des dures réalités de la nature sauvage et de l'irrésistible attrait de l'inconnu qui pousse parfois les aventuriers à s'y enfoncer sans jamais en revenir. Chelsea Grimm, une femme de 32 ans originaire de San Diego en Californie, est portée disparue depuis le 28 septembre 2023. Elle a été vue pour la dernière fois à Williams en Arizona lors d'un voyage sur la route à travers le pays. Les circonstances entourant sa disparition demeurent floues et son cas est actuellement classé comme disparition. Grimm a entamé son voyage le 24 septembre 2023 dans l'intention d'assister à un mariage dans le Connecticut. Elle était accompagnée de son dragon barbu domestique, Rose ou Roxy. À l'origine, elle prévoyait de prendre l'avion pour se rendre au mariage, mais le refus des compagnies aériennes d'accepter son animal de compagnie l'a amenée à décider de conduire plus tôt. Le 27 septembre, Grimm est arrivée à Phoenix, en Arizona, où elle a retrouvé sa sœur et une amie. Le lendemain, elle a annulé des plans de déjeuner avec la même amie. Plus tard dans la journée, elle a été vue dans un motel à Seligman essayant de réserver une chambre. Des témoins l'ont décrite comme désorientée lorsqu'elle a essayé de payer avec des euros au lieu de la monnaie américaine. Grimm a contacté ses parents depuis le motel, leur annonçant qu'elle ne pourrait pas se rendre au mariage dans le Connecticut en raison du voyage prenant plus de temps que prévu. Elle a exprimé son intention de camper à proximité pendant quelques jours avant de retourner en Californie. Le 28 septembre, un agent de police a trouvé le véhicule de Grimm garé près d'un mémorial de guerre dans le comté de Williams en Arizona. Elle a expliqué à l'officier qu'elle était devenue émotionnelle après avoir pris des photos pour un projet sur un soldat disparu et ne voulait pas conduire en étant contrariée. L'officier lui a suggéré quelques endroits sûrs pour camper, notamment le Love's Truck Stop près d'une station-service. Le 30 septembre, un bûcheron a aperçu Grimm près de Ashfork, en Arizona, où elle campait dans sa voiture. Elle ne semblait pas en détresse ni avoir besoin d'aide. Depuis lors, il n'y a eu aucun contact de la part de Grimm. Le 3 octobre, des chasseurs ont trouvé le SUV blanc de Grimm, un Ford Escape 2019, abandonné au milieu de la Forest Service Road 6 dans la forêt nationale de Kaibab, au nord-est de Ashfork, en Arizona. Le véhicule avait 2 pneus crevés. Le lendemain, les parents de Grimm ont déposé un rapport de personnes disparues auprès du département de police de Phoenix lorsqu'ils n'ont pas pu la joindre.
Le portefeuille, le téléphone portable, le sac de couchage et le dragon barbu de Grimm manquaient, mais certains vêtements et un appareil photo ont été laissés dans sa voiture. La voiture était verrouillée et ne montrait aucun signe de lutte. Aucune activité n'a été enregistrée sur les relevés téléphoniques, le compte bancaire ou les réseaux sociaux de Grimm depuis sa disparition. La police n'a trouvé aucune preuve de jeu déloyal dans la disparition de Grimm. L'affaire semble être dans une impasse sans nouvelles pistes. Malgré l'absence de preuves de lutte, de nombreuses personnes ont partagé leurs réflexions et théories sur la disparition mystérieuse de Chelsea. Certains pensent que Chelsea Grimm était en crise de santé mentale en raison de son état troublé et confus car, en tant que photographe, elle n'aurait pas laissé son appareil photo dans la voiture lorsqu'elle est partie. D'autres pensent qu'elle aurait pu rencontrer quelqu'un et qu'il y avait une possibilité qu'elle ait été enlevée, probablement la raison des billets en euros au lieu des billets en dollars lorsqu'elle a essayé de payer. Alors que d'autres pensent que l'affaire est simplement comme beaucoup d'autres, ses pneus ont été dégonflés et des hors-la-loi ont utilisé cela comme une occasion de la voler ou de l'enlever. En réponse à ces théories, la famille Grimm a pris les choses en main en engageant un détective privé pour aider la police dans la recherche, mais jusqu'à présent, ces efforts ont été infructueux. Le mystère de la disparition de Chelsea Grimm continue de dérouter tout le monde impliqué. Alors que l'enquête se poursuit, sa famille et ses amis gardent l'espoir de son retour sain et sauf. Le 15 octobre 2023, dans les encablures de 5h30 du matin, Ingrid Colleen Lane, adepte de retraite bouddhiste, informe à son mari, Louis Scuderi, qu'elle se rendait à un centre de retraite pour passer un moment de calme et de réflexion avant de se lancer dans une nouvelle quête intérieure. Ingrid y était allée de nombreuses fois auparavant, surtout lorsqu'elle avait besoin de temps pour sa santé mentale ou simplement pour se détendre et se ressourcer. À 37 ans, Ingrid, qui vivait à Albuquerque avec son mari et leur chat, était bio-ingénieure dans la recherche scientifique. Son travail était important et exigeant, c'est pourquoi elle avait besoin d'un endroit où elle pourrait trouver du réconfort et un épanouissement spirituel. Peu après avoir parlé à son mari, elle quitta la maison prenant le volant de sa Subaru Impreza hatchback noire de 2019. Elle se lança dans son trajet avec enthousiasme, mais ensuite, les détails de son voyage commencent à devenir flous. Elle conduisit un moment avant de rejoindre la Forest Road 144 dans les montagnes Jemez, l'une des régions les plus reculées et sauvages du Nouveau-Mexique, à 100 miles au nord d'Albuquerque. Peu après, Ingrid réalisa qu'elle avait un pneu crevé. Elle arrêta un groupe de chasseurs et leur demanda de l'aide pour le pneu. Les hommes lui proposèrent gentiment de la conduire dans une ville voisine, mais elle refusa catégoriquement. Ingrid leur expliqua qu'elle tentait de se rendre au centre de retraite bouddhiste, mais elle ne précisa pas quel itinéraire elle comptait suivre pour cette randonnée particulière. Les chasseurs, généreux et prévenants, aidèrent Ingrid à regonfler son pneu avant de repartir, lui offrant des conseils sur la meilleure façon de continuer son chemin. 3 jours plus tard, le 18 octobre, Louis, le mari d'Ingrid, signala sa disparition. Il n'était pas inhabituel que sa femme ne donne pas de nouvelles pendant une journée. 2 jours sans contact étaient un peu inhabituels, mais pas inquiétants. Au 3e jour, Louis Scuderi était sûr que sa femme avait besoin d'aide. La police trouva la Subaru noire d'Ingrid le jour même. La voiture était abandonnée et avait une fenêtre brisée. Ils découvrirent donc quelque chose de plus troublant à l'intérieur. Un téléphone jetable, encore dans son emballage non ouvert. Louis était également confus par cette découverte. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle sa femme aurait acheté un tel objet. Ce téléphone jetable souleva donc des questions inquiétantes sur ce qui aurait pu se passer pendant ces 3 jours, laissant les enquêteurs perplexes et préoccupés par l'absence de réponse claire. Les policiers découvrirent ensuite que la vitre arrière de la voiture avait été brisée précisément au moment où Ingrid parlait avec les chasseurs, ajoutant un mystère supplémentaire à l'énigme de sa disparition. De plus, le centre Zen confirma qu'Ingrid était venue 3 jours plus tôt, vers 9h, mais qu'elle était partie peu après, sans révéler ses plans. Avec tous ces détails confus, les autorités ne purent que chercher la femme disparue. Pour aggraver les choses, l'endroit où Ingrid avait disparu était éloigné, en haute altitude et hors de portée des téléphones portables. Lorsque la sœur jumelle d'Ingrid et sa mère arrivèrent au Nouveau-Mexique pour aider aux recherches, un shérif local leur expliqua que c'était un endroit facile à perdre. Les équipes de recherche et de sauvetage explorèrent minutieusement la zone, mais malgré leurs efforts acharnés, la piste se refroidit rapidement. Les équipes cynophiles, qui suivaient à la trace d'Ingrid, perdirent bientôt son odeur, ce qui suggérait qu'elle avait peut-être emprunté un chemin plus profond et difficile dans les montagnes, rendant la recherche encore plus complexe et incertaine. La famille d'Ingrid fut plongée dans le désarroi. Ils apportèrent un camion tout-terrain pour accéder aux zones reculées, espérant couvrir les terrains que les équipes de recherche ne pouvaient atteindre.
La sœur jumelle d'Ingrid se tourna vers les réseaux sociaux, demandant de l'aide et cherchant des conseils. Ils étaient particulièrement préoccupés car Ingrid avait des problèmes de sommeil et une condition pulmonaire rare qui s'aggravait par temps froid. Sa santé mentale était également une préoccupation, mais la famille croyait qu'Ingrid avait encore des projets et ne pouvait pas être montée en montagne sans intention de revenir. Mais il n'y a aucune piste, aucun suspect et aucune réponse. En 2024, Ingrid Colleen Lane reste portée disparue. Par un samedi matin typique, le 5 juin 2011, David Prideaux, un habitué du Grand Air et directeur de la prison de Barwon dans l'État de Victoria en Australie, partit en expédition de chasse dans le parc national alpin du mont Stirling. Quitter Melbourne le remplissait d'un enthousiasme intense pour l'aventure à venir, alors qu'il laissait derrière lui la ville et son tumulte urbain. Sa destination, le paysage à couper le souffle mais accidenté de la forêt d'État de Mansfield, véritable havre pour les amateurs de plein air en quête de réconfort dans l'étreinte de la nature. Accompagné de son beau-frère, Rob Dale, les deux hommes prirent la route vers la nature, impatients de vivre un week-end de chasse et de camaraderie. Conduisant à bord du Land Cruiser de David, chargé de matériel de camping et de provisions, ils plaisantaient et riaient, leur excitation pour l'aventure grandissant au fil des minutes. Leur périple les mena jusqu'à Tomahawk Hut, une cabane rustique nichée en pleine nature, où ils s'installèrent pour la nuit, inconscients du tournant funeste que prendrait bientôt leur simple expédition. Au petit matin, porteurs de la promesse de nouvelles découvertes, David et Rob se mirent en quête de repérage pour leur future chasse, leurs fusils en bandoulière et leur sens aux aguets dans ce décor sauvage. Cependant, les événements prirent une tournure inattendue. Arrivés à un carrefour du sentier, les deux compagnons se séparèrent. David opta pour la descente tandis que Rob gravit la colline voisine. Ils n'avaient aucune idée que ce choix anodin allait bouleverser leur existence à jamais. Bien que David fût un expert du terrain, il disparut mystérieusement, sans laisser de traces, plongeant Rob dans la stupeur et une profonde détresse. Le récit de Rob brosse le portrait d'un mystère déconcertant et laisse place à de nombreuses questions sans réponse. Selon lui, après leur séparation, il se rendit sur son lieu de chasse prévu et attendit l'apparition d'animaux. Les heures s'écoulèrent sans aucune trace de David, poussant Rob à une inquiétude grandissante qui se transforma en alarme lorsqu'il constata que David n'était pas revenu à la cabane comme convenu. Dans une tentative désespérée de retrouver son compagnon disparu, Rob entreprit une recherche frénétique dans les environs, appelant le nom de David et fouillant chaque recoin du terrain. Malgré ses efforts acharnés, aucun signe de David ne fut découvert, comme s'il s'était évaporé dans la nature, ne laissant derrière lui qu'un sentiment d'incertitude. La nouvelle de sa disparition se répandit rapidement, déclenchant une immense opération de recherche et de sauvetage. Policiers, équipes de recherche et volontaires locaux de sauvetage locaux se mobilisèrent. Des hélicoptères survolèrent la dense forêt, tandis que des équipes au sol inspectaient avec minutie chaque parcelle du terrain accidenté. Des jours, des semaines et même des mois s'écoulèrent sans que l'on parvienne à localiser David, et nul ne savait ce qui lui était arrivé. Malgré l'acharnement des équipes de recherche et la détermination de sa famille et de ses proches, aucune trace ni indice ne vint jamais éclairer ce qui s'était passé ce jour-là dans la nature sauvage. Au fil des années, de nombreuses théories et suppositions émergèrent, chacune plus intrigante que la précédente. Certains pensaient que David avait pu être attaqué par quelqu'un, tandis que d'autres imaginaient un accident ou qu'il s'était perdu dans cette nature impitoyable. Pourtant, malgré toutes ces rumeurs, une vérité demeurait, l'histoire authentique de ce qui était arrivé à David Prideaux restait irrésolue, un mystère complexe, sans réponse claire. David Prideaux n'était pas seulement un nom inscrit sur une liste de disparus, il était un époux aimant, un père dévoué et un membre respecté de sa communauté. Sa disparition a laissé un vide immense dans la vie de ceux qui le connaissaient, une douleur persistante et des questions sans réponse qui refusent de s'effacer avec le temps. Pour Rob Dale, la disparition de David fut une épreuve déchirante qui le hantera pour le reste de ses jours. La culpabilité et l'angoisse qu'il ressentait de n'avoir pu empêcher la disparition de son compagnon pesaient lourdement sur sa conscience. Malgré ses affirmations répétées d'innocence, Rob n'arrivait pas à se défaire du sentiment qu'en quelque sorte, il portait une part de responsabilité dans le sort de David. Quant à la famille et aux proches de David, la douleur causée par son absence est une plaie qui refuse de guérir. Chaque jour apporte son lot de rappels du vide laissé par sa disparition. Rappel constant de l'incertitude planant sur son destin. Malgré tous leurs efforts pour aller de l'avant, la disparition de David continue de les hanter, jetant une ombre sur leur vie et les incitant à se demander « Et si David n'avait jamais pénétré dans la nature ce jour-là ? Et s'il était resté auprès de sa femme et de ses enfants, sains et saufs ?»
Le 15 janvier 2024, Thomas Irwin, un homme de 73 ans, explorait le sentier Petroglyph Point dans le parc national Mesa Verde. Passionné de plein air, Thomas souffrait cependant d'un trouble cognitif susceptible de provoquer de la confusion et nécessitant une prise régulière de médicaments. Ce lundi-là, il entreprit sa randonnée sans se douter qu'il ne rentrerait jamais chez lui. Le 15 janvier 2024, vers 13h15, Thomas fut aperçu en train de parcourir le sentier Petroglyph Point, une boucle exigeante de 2,4 miles dans le parc national Mesa Verde. Il portait une veste en polaire grise, un jump bleu et des chaussures de randonnée couleur kaki. Ce fut la dernière fois que quiconque vit cet homme de 73 ans. Situé dans le sud-ouest du Colorado, le parc national Mesa Verde est réputé pour ses sites archéologiques remarquablement préservés. Le sentier Petroglyph Point, où Thomas fut vu pour la dernière fois, constitue une randonnée particulièrement difficile, connue pour son terrain accidenté, ses chemins étroits et ses précipices abrupts. Le parcours conduit à un important panneau de pétroglyphes, site d'une grande importance historique et culturelle. Bien que la boucle ne mesure que 2,4 miles, elle est jugée difficile en raison des variations d'altitude et des dangers potentiels liés au paysage rocheux. Les randonneurs sont régulièrement avertis des risques de déshydratation, du mal d'altitude et des dangers de s'approcher trop près des bords instables des falaises. Le mardi 16 janvier 2024, le téléphone portable de Thomas Irwin fut retrouvé sur le sentier par d'autres randonneurs et remis au musée du parc. Ce qui a finalement déclenché l'alerte fut la découverte de sa voiture abandonnée dans le parc, en infraction avec la politique interdisant de laisser les véhicules sur place pendant la nuit. Après que le téléphone de Thomas eut été déposé au musée du parc, les autorités émirent l'hypothèse que l'homme avait achevé sa randonnée mais s'était ensuite perdu ou rendu incapable de continuer. Les premières recherches se concentrèrent dans la zone de Chapin-Mesa où se situe le sentier. Toutefois, le manque de pistes et le terrain périlleux du parc entravaient les opérations de recherche. Plusieurs équipes de recherche et de sauvetage se joignirent à l'enquête, dont le National Park Service et des unités canines. Des recherches aériennes par hélicoptère furent également menées, couvrant les vastes systèmes de canyons du parc. Malgré tous ces efforts, aucune trace de Thomas ne fut retrouvée. Les autorités étaient particulièrement préoccupées par le trouble cognitif de Thomas et par son probable manque de médication. Elles lancèrent à de multiples appels à toute personne ayant aperçu Thomas le jour de sa disparition ou disposant d'informations sur ses activités dans le parc afin de se manifester. À ce jour, Thomas Irwin est toujours porté disparu. Dans les vastes terres de la High Uintas Wilderness au nord de l'Utah, un homme de Melbourne nommé Eric Robinson s'est lancé dans une expédition de randonnée en solo à l'été 2011. Eric, un randonneur expérimenté passionné par les grands espaces, avait méticuleusement planifié son aventure, partant du Chepeta Lake Trailhead au nord-ouest de Vernal le 28 juillet. Son objectif était ambitieux mais passionnant. Parcourir plus de 60 miles le long du difficile Highline Trail avec pour destination finale Mirror Lake le 7 août. Le voyage d'Eric n'était pas seulement une conquête de la nature, c'était la preuve de son amour pour l'exploration et de son esprit d'aventure indomptable. Armé de son équipement de randonnée, d'une détermination inébranlable et d'un autocollant de drapeau australien ornant ses affaires, Eric s'aventura dans la chaîne de montagnes Uinta, prêt à embrasser les défis et les merveilles qui l'attendaient. Cependant, au fil des jours, et en l'absence d'Eric à son point de rendez-vous prévu à Mirror Lake, les inquiétudes commencèrent à croître. Le 8 août, une opération de recherche fut lancée, mobilisant volontaires, équipes de recherche et de sauvetage, ainsi que les autorités locales. La zone de recherche couvrait de vastes étendues de terrain accidentés, caractérisées par des falaises escarpées, des forêts denses et des conditions météorologiques imprévisibles. Malgré les efforts exhaustifs des équipes de recherche et le soutien de nombreuses agences, Eric restait introuvable, laissant ses proches et les chercheurs aux prises avec l'incertitude et l'inquiétude. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois, mais la recherche d'Eric continuait. Bien que l'immensité de la High Uintas Wilderness posât des défis formidables, le paysage accidenté, couplé aux conditions environnementales difficiles, testait la résilience et la persévérance des chercheurs.
Pourtant, au milieu de la tâche ardue de ratisser des miles de nature sauvage, l'espoir persistait, alimenté par la détermination inébranlable de ramener Eric chez lui. Les années passèrent et la disparition d'Eric resta un mystère non résolu hantant les cœurs de sa famille, de ses amis et de la communauté. Le passage du temps ne diminua en rien le désir fervent de trouver des réponses, mais au bout de 5 ans, l'espoir commença à s'estomper, éclipsé par la réalité sombre qu'Eric pourrait ne jamais être retrouvé. Puis, à l'été 2016, un rayon d'espoir perça le voile de l'incertitude lorsqu'une famille de Colville fit une découverte qui raviverait la recherche d'Eric. En explorant près d'Alsop Lake, la famille aperçut une vue singulière parmi le terrain accidenté. Un sac à dos, partiellement enterré sous un rocher, accompagné de ce qui semblait être une tente et des affaires éparpillées. La signification de leur découverte ne leur échappa pas et ils alertèrent immédiatement les autorités. Alors que la nouvelle de la découverte se répandait, des efforts renouvelés furent lancés pour identifier le propriétaire du sac à dos et percer le mystère entourant sa disparition. À l'examen plus attentif, le sac à dos révéla des indices sur l'identité de son propriétaire, une boîte scellée résistante aux ours contenant des provisions, un bâton de marche et une botte de randonnée contenant des fragments d'os. Parmi les affaires se trouvait un signe révélateur, un autocollant du drapeau australien, rappel poignant des origines d'Eric et de son esprit indomptable. La découverte déclencha une activité intense alors que les enquêteurs reconstituaient minutieusement le puzzle entourant la disparition d'Eric. L'emplacement des affaires, couplé aux preuves ADN, permit aux autorités de conclure qu'ils avaient enfin trouvé Eric après 5 ans de recherche. La révélation apporta un sentiment de clôture doux amer aux proches d'Eric, leur offrant un réconfort au milieu de la douleur persistante de son absence. Pourtant, même si le mystère de la disparition d'Eric semblait résolu, des questions subsistaient quant aux circonstances de sa fin tragique. Comment Eric, un randonneur expérimenté, avait-il rencontré sa fin dans la nature impitoyable de la High Uintas? Les enquêtes révélèrent qu'Eric avait peut-être pénétré dans un terrain traître près d'Alsop Pass, où des falaises escarpées et un terrain accidenté posaient des obstacles redoutables même pour les randonneurs les plus chevronnés. La découverte suscita des réflexions profondes sur les risques inhérents à l'exploration de la nature sauvage et sur le lien profond entre les humains et la nature. Kevin Rass était un homme qui semblait avoir tout. Une entreprise prospère, une passion pour le plein air et l'ambition de faire une différence dans le monde. Pourtant, derrière le vernis de la réussite se cachaient des ombres de tourments et d'incertitudes, prêtes à l'engloutir dans une toile de mystère et de spéculation. Né et élevé dans la ville de Woolwich, dans le Maine, Kevin Race grandit entouré par la beauté sauvage de la nature. Ses jours d'enfance furent consacrés à explorer les bois, à tracer des sentiers et à s'immerger dans la nature indomptée qui l'appelait. Avec sa carrure imposante, ses yeux bleus perçants et sa touffe de cheveux bruns décoiffés par le vent, Kevin incarnait l'image même de l'amoureux des grands espaces, un homme en harmonie avec la terre sous ses pieds et le ciel au-dessus de sa tête. En grandissant, sa passion pour l'extérieur ne fit que s'intensifier. Il aspirait à l'aventure, au frisson de gravir des sommets et de parcourir des paysages accidentés. Pourtant, au cœur de son désir d'errance, il trouvait aussi sa stabilité dans le monde des affaires. Avec son associé, David Bird, il fonda Custom Cordage LLC, une entreprise spécialisée dans la fabrication de cordages. Grâce à leur dévouement et à leur travail acharné, ils transformèrent leur modeste entreprise en une affaire florissante, fournissant des cordes de qualité aux aventuriers comme aux artisans. Cependant, le succès apporta son lot de défis. En coulisses, des rumeurs concernant des irrégularités financières commencèrent à circuler. Des allégations de détournement de fonds planèrent sur Kevin tel un nuage sombre, jetant le doute sur son intégrité et mettant en péril tout ce qu'il avait bâti. Confronté à un procès civil imminent et à une date d'audience approchant, Kevin se retrouva à la croisée des chemins, incertain quant à la voie à suivre. Le cœur lourd et l'esprit accablé par l'ombre des ennuis à venir, Kevin se prépara à entamer son périple dans l'air vif de septembre. Pris entre la peur et la honte, il laissa un mot à ses proches avant de quitter son domicile. Dans cette lettre, il indiquait sa destination, le mont Washington, et d'une main tremblante exprimait sa quête d'un dernier lieu de repos. Ces mots, conjugués à sa situation tourmentée,
résonnait comme un avertissement, une prémonition pour ceux qui le connaissaient et l'aimaient. Dans les jours qui suivirent la disparition de Kevin, sa famille et ses amis furent hantés par ces lignes, peinant à accepter l'effroyable réalité que leur cher Kevin avait disparu sans laisser de traces. Sa voiture, retrouvée au pied du mont Washington, n'offrait aucun indice quant à son sort. Au fil du temps, alors que les jours se transformaient en semaines, puis en mois, la recherche de Kevin s'intensifia. Les forces de l'ordre, les équipes de secours ainsi que de nombreux bénévoles venus de près et de loin unirent leurs efforts, mais le terrain accidenté du mont Washington demeura impitoyable, ses secrets dissimulés sous un voile de mystère. Suite à sa disparition, des murmures évoquant un acte criminel et des conspirations se mirent à circuler, jetant une ombre de suspicion sur ses proches. Son partenaire, autrefois considéré comme un allié de confiance, se retrouva impliqué dans un enchevêtrement d'accusations et de recriminations au fur et à mesure que la vérité sur le prétendu détournement de fonds émergeait. Les spéculations allaient bon train. Certains soupçonnaient que Kevin avait orchestré sa propre disparition pour échapper aux répercussions juridiques, tandis que d'autres craignaient qu'il n'ait rencontré une fin tragique aux mains de personnes qu'il avait marquées pour mort sur la montagne. Pendant ce temps, la famille de Kevin endurait l'agonie de l'incertitude, s'accrochant à l'espoir qu'un jour, il leur revienne sain et sauf. Cependant, au fil des mois et des années, cet espoir s'éteignit petit à petit, remplacé par un profond sentiment de vide, un rappel constant de l'absence de Kevin et des questions sans réponse hantant leur cœur. La disparition de Kevin Race restera gravée comme une histoire édifiante, celle d'un homme submergé par ses luttes intérieures, dérivant dans la nature sauvage qu'il chérissait autrefois. Pourtant, au cœur de l'obscurité de la tragédie, subsiste une lueur d'espoir. L'espoir qu'un jour, la vérité entourant sa disparition verra enfin le jour. Le 14 octobre 2017, c'était un samedi ensoleillé dans la région de Duckall Lake Track à Strathblane, en Tasmanie, Australie. Bruce Fairfax et Louise, sa femme depuis de nombreuses années, étaient en partie pour l'une de leurs petites aventures. Ils aimèrent la randonnée, une passion qu'ils avaient cultivée et partagée depuis le début de leur vie commune, même face aux difficultés et aux défis que la nature leur présentait. À 66 ans, Bruce Fairfax était un enseignant à la retraite souffrant de la maladie de Parkinson. Ses symptômes avaient commencé quelques années auparavant. Bruce était maintenant sous médication quotidienne, ce qui lui permettait de mener une vie normale et de retrouver une partie de sa mobilité. C'est ainsi qu'il pouvait encore entreprendre de longues randonnées. Tant qu'il prenait ses médicaments, Bruce pouvait suivre le rythme de Louise, mais il n'était plus capable de s'orienter seul. Ce samedi-là, le couple avait choisi de parcourir le sentier de Duckall Lake, un chemin verdoyant du sud de la Tasmanie qui avait toujours été l'un de leurs préférés. Cette randonnée devait être comme les autres, une paisible escapade dans la forêt dense qu'ils aimaient tant, jusqu'à ce qu'ils découvrent un gouffre inondé qui allait changer tout le déroulement de leur aventure. Le couple était accompagné de leur chien adoré, Tessa. Ils sont partis tôt ce matin-là, avec Tessa à leur côté. À un moment donné de la randonnée, ils ont décidé de se séparer. Ainsi, après s'être mis d'accord pour se retrouver à un site de pique-nique au bord du lac, Louise est partie en avant, tandis que Bruce et Tessa restaient en arrière, marchant à un rythme plus tranquille. Le temps passait et Louise attendait au point de rendez-vous, s'attendant à voir son mari et leur chien surgir des arbres à tout moment. Mais ils ne sont jamais apparus. L'inquiétude s'est transformée en angoisse, puis en peur. Quelque chose n'allait pas, Louise en était certaine. Elle savait qu'elle devait donner l'alerte et obtenir de l'aide. Les recherches pour retrouver Bruce Fairfax furent vastes, témoignant de l'amour et du respect que l'homme inspirait. La police, les volontaires du SES et d'autres randonneurs ont ratissé la forêt dense. Des hélicoptères équipés de technologies d'imagerie thermique ont scanné la zone depuis les airs. Un chien spécialisé a fouillé le bush et une équipe de plongeurs a exploré le lac, mais sans succès. Louise était désespérée. Bruce n'était pas seulement son mari, il était le père de ses 2 filles, son âme sœur, son meilleur ami et l'amour de sa vie. Elle savait que beaucoup d'autres dans leur communauté ressentaient également profondément cette perte. Au cours de sa carrière en tant qu'enseignant et directeur adjoint à l'école Launceston Church Grammar, Bruce avait dédié sa vie à éduquer et à inspirer d'innombrables élèves. Malgré les efforts considérables et les ressources mobilisées par les équipes de recherche, aucune trace de Bruce n'a jamais été retrouvée, laissant un grand mystère non résolu. Le seul indice que l'on a pu obtenir était Tessa, le chien de Bruce, qui fut découverte errant seule et désorientée sur le sentier, comme un témoin silencieux de l'énigme. Si seulement elle pouvait parler et nous révéler ce qu'elle avait vu.
Les recherches ont finalement dû être interrompues, laissant les questions sans réponse et l'affaire en suspens. Mais en 2023, 6 ans après la disparition de Bruce, l'enquête a pris un nouveau tournant. Les autorités ont décidé de rouvrir le dossier et de traiter l'affaire comme une enquête criminelle. La police a expliqué que ce changement de désignation leur permettrait d'aborder l'affaire avec un regard neuf et de nouvelles ressources. Ils ont affirmé que la décision n'était pas motivée par des témoignages ou des informations nouvelles. Ils prévoyaient de réinterroger les témoins pour obtenir de nouvelles informations et de mener une autre fouille approfondie de la zone du DeKalb Lake dans l'espoir de découvrir des indices cruciaux. Cependant, malgré tous leurs efforts, en 2024, Bruce Fairfax reste toujours porté disparu. C'était le 13 février 1983, lorsque Rudi Moder, un alpiniste à ski de 27 ans originaire d'Allemagne de l'Ouest, partit pour une randonnée en solo dans la nature sauvage. Le voyage de Rudi commença avec un sentiment d'excitation et d'anticipation. Avec ses skis attachés à son sac à dos et une carte des sentiers du parc en main, il quitta le point de départ du sentier de Zimmerman Lake du côté ouest du parc. Sa destination, Thunder Pass, un terrain éloigné et difficile connu pour ses vues à couper le souffle et ses conditions périlleuses. Alors que Rudi s'enfonçait plus profondément dans l'arrière-pays, il était enveloppé par la beauté sereine des montagnes rocheuses. L'air frais de la montagne remplissait ses poumons et le craquement de la neige sous ses bottes résonnait à travers la nature sauvage silencieuse. Pour Rudi, un alpiniste chevronné assoiffé d'aventure, c'était le paradis. Mais le paradis céda rapidement la place au péril. 6 jours passèrent et Rudi ne revint pas de son excursion prévue de 2 à 3 jours. Inquiet pour sa sécurité, son colocataire à Fort Collins, Colorado, donna l'alerte informant les autorités de la disparition de Rudi. La nouvelle fit l'effet d'une onde de choc au sein de la communauté soudée des amateurs de plein air et des équipes de recherche et de sauvetage. Des équipes au sol, des recherches aériennes et un chien de recherche d'avalanche furent déployés pour ratisser le périmètre nord-ouest du parc dans une tentative désespérée de trouver le moindre signe de Rudi. Pourtant, malgré leurs meilleurs efforts, l'immense étendue de la nature sauvage resta impénétrable, dissimulant le sort de Rudi. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois, l'espoir commença à s'évanouir. L'opération de recherche autrefois animée diminua, laissant seulement le silence hanté des montagnes dans son sillage. La famille de Rudi, à des milliers de kilomètres, s'accrochait à l'espoir que leur fils et frère bien-aimés rentreraient bientôt à la maison. Mais les montagnes gardaient là leur secret jalousement, refusant de livrer le moindre indice sur la localisation de Rudi. Pendant des années, sa disparition resta un mystère, un rappel obsédant des dangers qui se cachaient dans la nature impitoyable. Puis, à l'été 2020, une lueur d'espoir émergea des profondeurs des montagnes. Un randonneur découvrit des restes humains desséchés en traversant Skeleton Gulch, une zone précédemment fouillée lors des premières recherches près de 4 décennies auparavant. Ces restes pouvaient-ils être ceux de Rudi Moder ? La découverte raviva l'intérêt pour ce dossier non résolu, incitant les gardes forestiers du parc et les agents du FBI à retourner à Skeleton Gulch en quête de réponses. Parmi le terrain accidenté et les falaises imposantes, ils cherchèrent minutieusement des preuves pouvant éclaircir la disparition de Rudi. Leurs efforts ne furent pas vains. Aux côtés des restes squelettiques, ils découvrirent de l'équipement de ski, des vêtements et quelques effets personnels appartenant à Rudi, fournissant des indices poignants sur son sort. Même dans la mort, l'histoire de Rudi restait enveloppée d'incertitudes. Les tentatives de comparaison des dents du défunt avec les dossiers dentaires de Rudi donnèrent des résultats non concluants, laissant les autorités aux prises avec des doutes persistants. Était-ce vraiment Rudi Moder qui avait trouvé la mort au milieu de la beauté sauvage des montagnes rocheuses, ou y avait-il plus à l'histoire que ce que l'on voyait ? Pour la famille de Rudi, en particulier sa sœur, Elfriede Moder-Frey, la découverte apporta un mélange de soulagement et de chagrin. Après près de 4 décennies d'incertitude, la confirmation du sort de Rudi offrit une mesure de clôture. Pourtant, le chemin vers la finalité était loin d'être terminé. Elfriede, désireuse d'enterrer son frère dans leur ville natale de Friedberg près d'Augsbourg, se heurta à des obstacles bureaucratiques alors que le dossier restait ouvert pour les autorités américaines. Malgré son désir d'un enterrement rapide, le processus de rapatriement des restes de Rudi en Allemagne attendait l'achèvement de l'enquête du FBI.
Alors que les rouages de la bureaucratie tournaient, Elfriede s'accrochait à l'espoir que son frère trouverait bientôt la paix dans son lieu de repos final. Pour Rudy, un aventurier passionné qui s'était aventuré dans la nature à la recherche de sensations fortes et de défis, le retour à la maison était un rappel poignant d'une vie écourtée, mais non oubliée. En fin de compte, l'histoire de Rudy Moder transcende les frontières et le temps. Un exemple du pouvoir de la mémoire et de la quête de clôture face à l'inconnu. Alors que ses restes traversaient les continents, son esprit trouva réconfort dans l'étreinte des êtres chers, une fin appropriée à une histoire d'aventure, de perte et finalement de résolution.